Bon, bah bonsoir, hein, merci d'être là. Donc nous, on est l'association GECOUD, le groupe de concertation orléanais de l'université autour de la décarbonation de l'économie. Notre objectif, hein, c'est de proposer des conférences scientifiques à tout l'ensemble de l'université ainsi qu'aux professionnels, donc les entreprises, mais aussi l'administration publique. Voilà, moi je suis le président, Robin, ici Alexis, le trésorier, et puis Léo, notre secrétaire. Voilà. Donc déjà, je vais remercier l'université et puis en particulier le FSDIE et la CVEC pour avoir financé cet événement. Et puis je vous souhaite à tous une bonne conférence et je laisse Monsieur Meilleur commencer. Bonsoir à tous d'abord, merci pour l'invitation. Alors, effectivement, ça c'est moi, donc je vais déjà très rapidement m'introduire, c'est la partie la moins intéressante de la conférence, je pense. Donc moi j'ai fait une école d'ingénieur, ensuite j'ai fait un doctorat dans les sciences de l'environnement, dans un domaine en fait qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont je vais discuter aujourd'hui. Et en parallèle du doctorat, j'ai commencé à faire de la vulgarisation scientifique sur Internet, sur les sujets environnementaux, et notamment sur l'énergie et le climat. Donc maintenant, je fais ça depuis quelques temps, depuis 7 ans que la chaîne YouTube existe, Le Réveilleur, elle s'appelle, c'est le nom de la chaîne YouTube. Donc là-dessus, vous pourrez retrouver des vidéos qui parlent d'énergie, qui parlent de problèmes environnementaux, de biodiversité, de climat, d'éolien, de photovoltaïque, de nucléaire. Souvent, c'est des formats assez longs. Hein. La voiture électrique, c'est 2 vidéos d'1 heure, donc il y a des choses à dire. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, c'est des vidéos que je prends le temps d'écrire, c'est bien scripté, etc. Et ce soir, on va être sur un format un peu plus ouvert où je vais vous parler de changement climatique. Alors, je vais commencer en parlant, en introduisant un peu des questions physiques du changement climatique et on va commencer par parler un peu des conséquences de ce changement climatique pour les sociétés humaines. Alors déjà, le changement climatique, en première approximation, ça va être un problème d'énergie. On a ce soleil qui amène de l'énergie sur Terre. Vu que le soleil n'est pas à 0 Kelvin, il va rayonner de l'énergie dans l'espace. Et il y a une partie de ce rayonnement qui arrive sur Terre, et vous le sentez bien, quand vous êtes dehors et que vous êtes en plein soleil, vous sentez cette énergie qui rayonne et qui vous réchauffe. Mais la Terre n'est pas un corps à 0 Kelvin non plus, donc la Terre également va rayonner de l'énergie vers l'espace. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si la Terre reçoit autant de rayonnement qu'elle en émet, s'il y a les mêmes quantités d'énergie qui sont reçues et émises vers l'espace, eh bien, il n'y a pas d'énergie qui s'ajoute sur Terre et le climat de la planète est stable. Donc ça, c'est ce qu'on a eu avant la révolution industrielle pendant un peu plus de 10 000 ans, pendant une période qu'on appelle l'Holocène. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu différente, notamment à cause des gaz à effet de serre qu'on a ajoutés dans l'atmosphère. On limite la fuite de ce rayonnement infrarouge vers l'espace. Et donc, il y a plus d'énergie qui arrive chaque seconde sur Terre que d'énergie qui s'échappe de la planète. Donc la conséquence, c'est quoi? Comme il y a conservation de l'énergie, il y a de l'énergie qui s'ajoute au système Terre. Et vous voyez que ça s'ajoute dans différents compartiments, les océans, l'atmosphère, les continents et les glaciers. Donc on a de l'énergie comme ça qui va s'ajouter sur Terre et on va déjà faire un petit tour des conséquences de cette énergie qui s'ajoute sur la planète. Une première conséquence qu'on peut constater, c'est la fonte des glaciers. Et là, c'est notamment la fonte des 2 grandes calottes glaciaires. Le Groenland, donc je pense que vous voyez bien, et l'Antarctique, c'est un continent qui est au pôle sud, donc c'est une masse continentale sur laquelle il y a un énorme glacier. Les pertes en ce moment, c'est de l'ordre de la centaine de milliards de tonnes de glace par an, donc c'est quand même des quantités qui sont importantes, et, évidemment. Après, ce qu'on ne se rend pas toujours compte, c'est que ces glaciers sont absolument énormes. Si je fais l'hypothèse que ça continue de fondre à la vitesse actuelle, qui est une hypothèse un peu stupide, hein, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur, eh bien, il faudrait à peu près 10 000 ans pour fondre entièrement le Groenland et un peu moins de 200 000 ans pour fondre entièrement l'Antarctique. Dans le premier cas, il y a 7 mètres d'élévation du niveau des mers, dans le deuxième, il y en a plus de 50. Donc vous voyez que c'est vraiment des énormes masses de glace. Et un truc à comprendre aussi, c'est que faire fondre de la glace, ça demande beaucoup d'énergie. Si je prends un gramme de glace à 0 degré, et que je le fais fondre, il me faut autant d'énergie pour passer ce gramme de glace à 0 degré à un gramme d'eau à 0 degré que pour élever ce gramme d'eau de 0 à 80 degrés. C'est pour ça que mettre un glaçon dans un verre, c'est aussi efficace. C'est qu'il faut vraiment beaucoup d'énergie pour faire fondre de la glace, donc ça va vous permettre de refroidir pendant longtemps votre verre en été. Une conséquence de ce truc physique un peu basique, c'est qu'on a des glaciers en montagne qui sont là, qui sont déjà condamnés et qui doivent leur sursis juste au fait qu'ils ne peuvent fondre que lentement. Un peu comme quand vous chassez la neige devant votre porche. Bon, ça arrive plus trop en France, mais si vous avez un gros tas de neige, des fois, il peut survivre pendant plusieurs jours au printemps, juste parce que c'est une grosse masse de glace.
Donc là-dedans, on va avoir des phénomènes qui ont une inertie physique importante. Il faut du temps pour faire fondre la glace. Donc il y a des glaciers qui sont condamnés à disparaître, qui vont survivre encore des décennies, voire quelques siècles, juste parce qu'il faut du temps pour les faire fondre. Donc là, on regarde l'énergie qui s'ajoute, enfin qui va venir faire fondre ces masses de glace. Une des conséquences de la fonte des glaciers, c'est l'élévation du niveau des mers. Donc là, on parle des glaciers qui sont sur des masses de continents. Ça va rajouter de l'eau dans l'océan fondant, donc les mers vont s'élever. Ce n'est pas le cas de la banquise. La banquise, c'est de la glace flottante. Si elle fond, ça ne change rien au niveau de la mer. Il y a un deuxième facteur qui explique l'élévation du niveau des mers, qui est le fait que l'énergie qu'on ajoute en plus dans le système Terre, il y en a une partie qui va aller dans les océans. Donc les océans se réchauffent, et les océans sont liquides. Et un liquide, quand il se réchauffe, il se dilate. Donc quand on regarde l'élévation du niveau des mers, c'est à la grosse louche, moitié de fonte des glaciers et moitié de dilatation des océans. Là encore, on va avoir un phénomène qui est extrêmement lent. Pourquoi? Parce qu'il vous faut à peu près 1000 fois plus d'énergie pour monter d'1 degré tous les océans du monde, de la surface jusqu'à la profondeur, que pour monter d'1 degré l'atmosphère. Donc au fur et à mesure que le système va se rapprocher d'un nouvel équilibre, il va falloir du temps pour faire monter en température les océans et les réchauffer jusqu'à leur profondeur. Donc là, quand on regarde comme ça ne paraît pas très impressionnant. Vous voyez qu'on parle d'une dizaine de centimètres en plus de 2 décennies. Mais il faut se rendre compte que c'est une des conséquences du changement climatique avec le plus d'inertie. C'est ce qu'on peut voir avec cette figure du 6e rapport du GIEC, du premier groupe. Quand on imagine qu'on stabilise la planète à plus 1,5 degré par rapport à la situation pré-industrielle, plus 2, plus 4, on voit les engagements minimum et maximum, parce qu'on a une incertitude, à 2000 ans et à 10 000 ans. Donc vous voyez, là on stabilise les températures, il y a encore une différence entre 2000 ans et 10 000 ans, donc c'est une conséquence qui va s'étaler sur des millénaires, et il y a des centaines de générations humaines qui ne pourront rien faire d'autre que regarder la mer s'élever et s'adapter à ces conséquences. Donc c'est vraiment une conséquence avec des inerties très longues. Ce n'est pas le cas de toutes les conséquences, hein, on le verra, mais ça, il faut quand même en avoir conscience. On parle de nos émissions actuelles vont avoir des conséquences sur des milliers d'années. Il y a des gens qui vont naître dans 3000 ans, qui vivront des évolutions à cause de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Alors, dans les conséquences de cette élévation du niveau des mers, il peut y avoir des problèmes politiques, notamment la possible disparition de certains États insulaires. Il y a des nations dont le territoire est bas en altitude, et donc au fur et à mesure que le niveau des mers s'élève, ces nations peuvent simplement disparaître. Après, il y a un truc qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est pas comme si on va rien faire, il va rien se passer, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a les pieds sous l'eau et on déménage. Ce qui va se passer, c'est qu'entre-temps, on va avoir de plus en plus souvent ce que vous voyez ici sur la photo avec la voiture, donc ce qu'on appelle des submersions côtières ou des submersions marines. Donc c'est quoi? C'est quand il y a trop de vent, quand il y a des dépressions, quand il y a des cyclones, quand il y a trop de précipitations, vous allez avoir des entrées d'eau salée dans les villes, dans les zones évidemment côtières, portuaires, dans les villes, sur les champs, etc. Et ça va avoir des impacts matériels potentiellement importants. Le dernier rapport du GIEC qui est sorti en début de semaine, que j'ai lu pour vous, ils expliquent que la part de la population mondiale qui sera... La part de la population, enfin, si on prend la population mondiale qui sera exposée épisodiquement à des problèmes de submersion marine ou côtière, ça va être à peu près 1 milliard de personnes d'ici 2050. Donc en fait, il faut se rendre compte que beaucoup de la population mondiale est concentrée sur ces zones côtières. Et donc plus le niveau des mers est élevé, plus vous allez avoir de chances d'avoir ce type d'événement et voir également la fréquence potentiellement augmenter. Quelque chose dont on parle un peu moins, c'est les effets sur les deltas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces deltas? Là, j'ai pris celui du Nil parce qu'il est très visible depuis l'espace, hein, il est très joli. Ce sont des plaines alluviaires qui ont été formées une fois que le niveau des mers s'est remonté après la période glaciaire. Les sédiments ont été charriés et ça fait des plaines de faible altitude qui sont souvent très riches d'un point de vue de l'agriculture grâce aux apports des fleuves. Et du coup, vous voyez que c'est des zones qui sont importantes pour l'établissement de populations humaines, souvent elles sont très peuplées, et c'est également important pour l'agriculture, et il y a également des réserves d'eau douce, souvent dans les aquifères de ces zones-là. Et le problème, c'est que par leur formation même, ce sont des zones de faible élévation. Donc dès que vous allez commencer à avoir le niveau des mers qui augmente, vous pouvez avoir les mers qui viennent recouvrir épisodiquement ces terres, et ça peut être un gros problème, et ça peut être... Je vais prendre un micro. Et ça peut être un gros problème pour l'agriculture, parce que si vous salinisez vos terres, vous avez quelques soucis. Ça peut être un problème aussi si cette eau salée commence à s'infiltrer en dessous dans les nappes phréatiques, parce que vous commencez à saliniser des réserves d'eau douce pour ces populations. Alors là, j'ai montré le Nil, parce que
Je vais changer de micro, voilà, je vais changer de micro. On verra s'il bug moins. Je montre le Nil parce qu'il est très visuel et on le voit bien depuis l'espace. Si vous voulez regarder un peu les conséquences sur Internet, l'exemple qui est le plus souvent cité, c'est le delta du Mekong, qui est un delta extrêmement important pour la production de riz et dans lesquels il y a déjà des incursions d'eau, donc dans lesquels il faut déjà mettre en place des mécanismes d'adaptation et par exemple essayer de développer des pieds de riz qui sont moins sensibles à la salinité. Donc ça, je vais l'amener au fur et à mesure. Il y a des conséquences du changement climatique qui sont déjà visibles, hein, ça va devenir clair au fur et à mesure de la conférence, et du coup on doit déjà mettre en place des mécanismes d'adaptation. J'ai mis une dernière image qui est celle de Venise, juste pour toucher un mot du fait que beaucoup de sites qu'on considère comme culturellement ou historiquement importants peuvent être sur des zones côtières, et donc si on imagine des élévations de plusieurs mètres, on perd aussi une partie du patrimoine de l'humanité, et des sites qui peuvent être importants pour des raisons autres que la survie alimentaire, l'accès à l'eau douce ou des destructions matérielles. Donc, cette élévation du niveau des mers, ça va être un phénomène qui est lent, mais qui va s'inscrire dans le temps et qui a des conséquences dont on sous-évalue souvent la portée à long terme. Donc là, on a vu un peu ce qui se passait avec l'énergie qui s'ajoute dans les océans et dans les masses de glace, et maintenant, qu'est-ce qui se passe pour l'atmosphère ? Pour l'atmosphère, on utilise très souvent cet indicateur, qui est la température globale. Et la température globale, il y a déjà un truc qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mesurer. Vous ne pouvez pas mesurer la température globale. La température globale, c'est un calcul mathématique. En fait, ça revient à faire la moyenne sur l'ensemble de la surface terrestre. Donc continent et océan, on y reviendra. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est même pas vraiment la température globale, c'est ce qu'on appelle l'anomalie de température globale. Donc c'est la manière dont elle évolue dans le temps. Et donc là, c'est toujours par rapport à une référence. Ici, la référence, c'est 1951-1980. Et on voit qu'elle a augmenté de 1,1, 1,2, je ne sais plus exactement, et ça dépend un peu de la ref. Mais elle a augmenté surtout depuis les années 70. Et bon, la forme de cette courbe ne laisse pas trop de place au doute. Par contre, ce qu'il faut faire attention quand on parle de la température globale, c'est que vu que c'est une moyenne, c'est une construction qui peut cacher des disparités, comme toutes les moyennes. Et il y a des disparités, notamment spatiales, déjà. Donc là, on regarde encore une fois entre deux périodes de référence. Donc là, c'est entre les années 2014-2018 par rapport à 1951-1980. Et on voit que les océans en jaune ont moins réchauffé que les continents. Et on voit aussi que les hautes latitudes se réchauffent plus rapidement que l'équateur. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on explique bien si on se penche un peu sur la physique du climat. Mais c'est juste pour vous dire que 1 degré d'augmentation de température globale, ce n'est pas 1 degré partout et tout le temps. Et d'ailleurs, il y a une différence qui est marquée sur les océans et les continents, et pour vous le présenter ici, ce que je peux faire, c'est séparer en deux et faire la moyenne, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la NASA, mais faire la moyenne sur les océans et sur les continents séparément, et vous voyez que ce 1 degré d'augmentation de la température globale, c'est déjà 1,5 degré sur les continents, et ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous qui vivons majoritairement sur les continents. Alors pourquoi il y a cette différence ? Pour ce que j'ai déjà expliqué avant, il faut beaucoup plus d'énergie pour faire monter en température les océans. Donc là, on ajoute de l'énergie au fur et à mesure dans le système, mais l'océan a une inertie parce qu'il faut du temps pour chauffer une grosse masse d'eau, ce que vous pouvez expérimenter en cuisant des pâtes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on augmente du coup la température globale, quand on ajoute de l'énergie dans l'atmosphère ? Il y a un effet déjà qui va être un impact sanitaire direct qui est assez bien illustré par ce qui s'est passé en France en 2003. Donc là, vous avez le nombre de morts par jour en France. C'est joyeux comme conférence. D'ailleurs, on voit très bien la première vague et la deuxième vague du Covid. Je n'ai pas les autres parce que j'ai que 2020. Mais elles sont là en rouge. Et derrière, le pic en bleu, c'était la canicule de 2003, qui a été un choc à la fois pour la France. Ça a fait 20-25 000 morts, je crois, en France. Et même en Europe, ça a fait 70 000 morts. Et là encore, à l'époque, on n'était pas habitué à ces canicules, à ces vagues de chaleur mortelles. Alors on parle de vagues de chaleur mortelles quand il y a une surmortalité. Là, il y a une mortalité qu'on n'aurait pas observée s'il n'y avait pas eu cette canicule. Ça ne veut pas dire que tout le monde meurt, hein. Mais il y a une surmortalité. Et à l'époque, ça a vraiment été un choc. Et maintenant, à chaque fois qu'il y a une petite canicule, on vous dit faites attention, fermez les volets, faites attention aux personnes fragiles, buvez de l'eau, etc. Et là encore, c'est un mécanisme d'adaptation. On met en place des mesures qui permettent aux personnes de se protéger et donc de réduire les dommages, de réduire l'impact derrière. Mais à l'époque, on n'était pas encore au fait de tout ça, et du coup, c'est une canicule qui a fait particulièrement mal. Si on regarde ces impacts directs, il y a des chercheurs dans un papier qui avait été beaucoup remarqué, qui avaient fait ce calcul. Donc ils ont regardé, vous voyez les losanges là en rouge, orange, jaune, c'est les conditions qui existent sur Terre de température et d'humidité. Alors pourquoi on regarde aussi le niveau d'humidité ? Parce que
comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on change d'état, hein, quand on passe du solide au liquide ou du liquide au gaz, ça demande beaucoup d'énergie. Et en fait, ce qui vous refroidit quand vous avez chaud, c'est pas le fait de transpirer, c'est le fait que cette transpiration s'évapore. Pour évaporer la goutte d'eau sur vous, il faut beaucoup d'énergie, donc ça va vous refroidir localement. Donc si vous transpirez et que la transpiration ne s'évapore pas parce que vous êtes dans un hammam, si vous avez 100% d'humidité, vous ne pouvez pas vous refroidir. Et c'est pour ça que la température, la chaleur moite d'une forêt tropicale est beaucoup plus dure à supporter que la chaleur sèche d'un désert. Donc ils ont gardé ces deux conditions, et là les croix noires, c'est des cas où on observe une surmortalité liée à des vagues de chaleur. La courbe bleue, c'est un cas qui délimite un peu la limite basse, mais il y a aussi des situations qui sont entre la courbe bleue et la courbe rouge où il n'y a pas de surmortalité observée, parce qu'il y a eu d'autres conditions, les populations sont habituées à avoir chaud, il y avait du vent ce jour-là, des conditions qui ne sont pas tracées ici. Et au-delà de la courbe rouge, on observe systématiquement une surmortalité. Maintenant, si on regarde ce que ça donne pour Jakarta, par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, c'est une ville qui est quand même assez pénible, apparemment, à vivre, d'un point de vue température et humidité. Et si on va dans un monde... je ne l'ai pas mis, mais c'est RCP 8,5, donc c'est les cas un peu extrêmes du climat, donc on va dire un monde à plus 4,3 degrés par là. Donc je vous montre un peu l'extrême, hein. Ensuite on a toutes les gradations entre, mais je vous fais un peu peur au début. Donc si on va dans ce monde-là, vous voyez que tous les jours de l'année sont dans des conditions où on observe une surmortalité. Donc on est en train de dire que c'est des conditions où les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables vont avoir du mal à survivre pour des raisons strictement physiologiques. Ils vont mourir de chaud au sens propre. Et ça veut dire aussi que vous n'avez pas envie de faire des activités dehors et de construire des routes en plein soleil, etc. Donc ça a des impacts qui sont absolument énormes. Et si on regarde un peu ce que ça donne globalement, ils ont fait l'exercice aujourd'hui de savoir combien de jours par an dans différentes zones du monde on est au-delà de cette courbe rouge. Donc vous voyez qu'il y a déjà des zones du monde qui sont physiologiquement difficiles pour l'être humain. Et si on va dans un monde à plus 4,3 degrés, il y a des zones du monde qui seront toute l'année extrêmement difficiles pour un être humain en bonne condition, pour des raisons juste physiologiques, de capacité à refroidir son corps. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de réduire, quelque part, la niche écologique de notre espèce. Il y a des zones qui sont aujourd'hui extrêmement peuplées, qui deviendront difficiles à vivre pour l'être humain. Peut-être pas invivables, on peut imaginer des parades, on peut imaginer des gens qui restent plus en intérieur, etc., mais qui deviendront extrêmement pénibles à survivre pour notre physiologie de mammifères à sang chaud. Donc ça, c'est un premier effet qui est directement lié à la température elle-même. Mais en fait, ah oui, et il y a un truc aussi que je vais ajouter, c'est que, en fait, dans beaucoup de ces zones rouges sont extrêmement peuplées aujourd'hui. On s'en rend pas toujours compte quand on regarde une carte, parce qu'en plus les cartes déforment un peu les surfaces, mais aujourd'hui, il y a 40% de la population mondiale qui vivent entre les tropiques. Donc là, on tape quand même dans des zones où on a beaucoup de population. Donc là, c'est l'impact un peu direct de l'augmentation de température de l'atmosphère, mais augmenter la température de l'atmosphère a un autre impact important, qui est que plus une masse d'air est chaude, plus elle peut contenir de vapeur d'eau. C'est, encore une fois, un truc un peu physique de base, et du coup, ça a une conséquence, enfin, ça va avoir des conséquences sur les précipitations. Alors, sur les précipitations, c'est un peu compliqué comme histoire, parce qu'un même phénomène, ce changement climatique dont on parle, va aridifier certaines zones et va augmenter les précipitations ailleurs. C'est ce qu'on voit ici. Dans un monde à 1,5 degré, à 2 degrés et à 4 degrés, vous avez des réductions des précipitations en jaune, marron, et des augmentations en bleu, vert, turquoise. Je ne connais pas bien mes couleurs. Et du coup, pourquoi ça? Parce qu'en fait, si vous avez plus d'énergie, vous allez augmenter l'évaporation, mais d'un autre côté, vous avez aussi une atmosphère qui peut contenir plus d'eau, et quand il pleut, il va pleuvoir davantage. Donc en fait, l'effet net va dépendre de est-ce que vous avez suffisamment d'eau à évaporer et est-ce que vous chargez assez votre atmosphère pour qu'il y ait des précipitations. Et là, on a une complexité qui s'ajoute, qui sont liées à des mouvements océaniques, des mouvements de l'atmosphère. Et on ne va pas rentrer dans cette complexité, mais vous voyez ce qui se passe quand on augmente l'énergie dans l'atmosphère, quand on augmente la température globale. Alors il faut faire attention, c'est des variations en pourcentage. Donc vous voyez par exemple qu'il y a une augmentation au niveau du Sahara, mais une augmentation de 30-40% de vraiment pas beaucoup de pluie. Il ne faut pas croire qu'il va y avoir des pluies diluviennes. Donc il faut juste faire attention sur cette carte. Vu que c'est une augmentation proportionnelle, si c'est des zones où il pleut peu, ça ne rajoute pas beaucoup à peu. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut voir si on essaye de dégager, à part quelques zones du Moyen-Orient et du Sahara? Ce qui va se passer, c'est que les zones qui sont globalement
les zones où les saisons qui sont plutôt humides aujourd'hui seront plus humides demain. C'est ce qu'on voit notamment sur les hautes latitudes et sur toute la zone équatoriale. Et les zones où les saisons qui sont sèches aujourd'hui seront plus sèches demain. Donc il y a une forme de... On va augmenter un peu la dissymétrie et les extrêmes. Alors il va y avoir en fait beaucoup des conséquences assez gênantes pour nos sociétés du changement climatique sont en fait liées à l'évolution du cycle de l'eau dont on va parler ici. Donc ça a plusieurs conséquences. Déjà, il y a une conséquence qui est l'aggravation des sécheresses. Donc là, c'est encore une figure du 6e rapport du GIEC. Et on voit mise en exergue les zones qui vont s'aridifier, qui vont s'assécher. Et souvent, on fait un focus assez gros sur la Méditerranée, qui va être une des zones les plus durement touchées, sachant que ce n'est pas une zone qui a un gros excédent d'eau aujourd'hui. Donc qu'il y en ait moins demain, c'est problématique. Plus surprenant, il y a l'Amazonie. Il y a un risque en fait que l'Amazonie devienne à terme un milieu plus ouvert, voire une savane. Il y a encore pas mal de discussions là-dessus. Mais en tout cas, il y a des évolutions qui vont dans le mauvais sens. Et puis évidemment, ça touche des parties du monde qui sont déjà pas sereines niveau accès aux ressources en eau. Le Mexique, la Californie, une partie de l'Australie, l'Afrique du Sud. C'est des endroits qui n'avaient vraiment pas besoin de voir les précipitations évoluer dans le mauvais sens. Un autre impact dont on a moins conscience de l'évolution de ce cycle de l'eau, c'est que la disparition des glaciers ou de la capacité des montagnes à s'enneiger va avoir des effets sur les débits des fleuves. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, là, si on prend l'exemple des versants de l'Himalaya, quand il pleut beaucoup pendant la saison humide, il y en a une partie de ces pluies qui vont se déposer sous forme de neige dans ces montagnes. Donc ça veut dire que vous avez moins de pluie, moins d'eau qui va déverler les pentes et alimenter les fleuves, donc c'est plutôt bien, parce que quand il pleut beaucoup, vous n'avez pas envie d'avoir plein d'eau dans vos fleuves et d'avoir des inondations. Et puis quand arrive la saison sèche, j'ai du mal avec sèche ce soir, quand arrive la saison sèche, eh bien vous avez cette neige qui va venir fondre, et qui va alimenter les fleuves au moment où vous n'avez plus d'eau qui vous vient du ciel. Donc ça permet de décaler dans le temps des précipitations, ce qui est très utile pour les débits des fleuves. Et je vous ai trouvé un article qui illustrait ça. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'Indus, qui est un fleuve extrêmement important pour l'agriculture dans cette région. Vous voyez derrière les histogrammes, c'est les besoins de l'agriculture. Et en rouge, vous avez directement ce qui tombe. C'est l'eau qui tombe. Et en bleu, ça va être la fonte des neiges. Donc, en fait, quand il pleut au moment de la courbe rouge, pendant la saison humide, vous allez déposer de la neige. Donc dans un monde plus chaud, vous déposez moins de neige. Donc là, c'est ce que représentent les pointillés. Donc dans un monde à plus 4 degrés, vous voyez que vous avez beaucoup plus d'eau qui va arriver à ce moment-là. Et donc le débit du fleuve, à cause de cette eau, va être plus élevé. Et par contre, dans un monde plus chaud, vous déposez moins de neige. Donc vous avez moins de fonte des neiges. Et au moment de la fonte des neiges, vous en avez moins. Donc vous avez un problème d'un côté parce que vous allez inonder vos champs et mettre en danger votre agriculture. Et un problème de l'autre côté parce que pendant la saison sèche, vous n'avez pas les neiges qui viennent alimenter ces fleuves-là. Alors j'ai repensé un peu à vous en lisant le deuxième groupe du GIEC qui est sorti en début de semaine, et ils mettent que dans un monde à 2 degrés, les régions, elles sont nombreuses, qui dépendent de ces fontes des neiges, vont voir la disponibilité de l'eau pour l'agriculture diminuer de 20%. Donc, vous voyez, ça c'est des impacts qui vont être sur l'agriculture, et c'est aussi des impacts qui peuvent être matériels quand on parle d'inondation. Une autre conséquence du fait qu'un air plus chaud peut contenir plus de vapeur d'eau, c'est que quand il pleut, il va pleuvoir plus et on va avoir une augmentation, en fait on l'a déjà, mais ça va continuer de se prolonger, de ce qu'on appelle des précipitations intenses, donc des épisodes où il y a beaucoup d'eau qui tombe d'un coup. Alors ça, je l'avais ajouté à ma présentation avec l'actualité de l'an dernier, quand il y avait eu ces inondations en Belgique, en Allemagne et aux États-Unis, parce que ça illustrait l'actualité du moment. Donc si vous vous rappelez de cette période, ça c'est des choses qu'on risque d'expérimenter. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des masses d'air qui sont toujours plus chaudes et plus humides, et si ça se refroidit d'un coup, vous avez des précipitations très fortes et très localisées. Donc là aussi, il faut mettre en place des mécanismes d'adaptation, il faut être prêt à ça, il faut arrêter peut-être de bétonner partout et de bétonner autour des fleuves, parce que ça amplifie ces problématiques-là. Mais c'est des phénomènes dont on voit l'augmentation en fréquence et en intensité, et on sait que ça va continuer à augmenter. Donc vous voyez, les impacts du cycle de l'eau sont assez larges, en fait. Si je résume, il y a des problèmes d'accessibilité aux réserves d'eau douce, il y a des problèmes de sécheresse. D'un autre côté, on a parlé des problèmes d'inondation, et là aussi, ça va avoir des impacts assez forts sur l'agriculture.
Et puis, j'ai oublié de le rappeler, mais il y a des problèmes aussi d'incendie. Hein. Si vous avez des sécheresses prolongées, vous allez juste faire mourir certains arbres sur pied. Et l'année ou les années suivantes, vous pouvez avoir des problèmes d'incendie jusqu'à ce que les écosystèmes s'adaptent à ces modifications climatiques. J'y reviendrai un peu plus tard sur la question des écosystèmes. Donc ces impacts du cycle de l'eau, ça avait des impacts assez forts sur la disponibilité en eau, qui est quand même important pour les populations humaines, sur l'agriculture, ça peut mettre en danger la sûreté alimentaire, et même sur l'infrastructure quand on pense aux inondations. Alors, j'aime bien parler un peu de la dernière période glaciaire pour donner un repère de ce que ça veut dire la température globale. Parce que la température globale, elle a à mon avis un gros défaut en tant qu'indicateur, c'est que vous avez l'impression de savoir ce qu'est la température et du coup vous associez la température globale à la température qu'il pourrait faire dans votre salon. Et du coup la conséquence de ça, c'est que vous vous dites bon, 1 degré de plus ou 1 degré de moins, c'est pas grand chose quoi. Des fois on aimerait bien les avoir 1 degré de plus. Alors là il nous faudra 1 degré de moins, merci à ceux qui ont ouvert les fenêtres, on parlera de la sobriété plus loin. Et donc la dernière période glaciaire, là c'est une vue d'artiste, hein, vous voyez qu'il y a des grosses masses de glace dans l'hémisphère nord, mais ça veut dire quoi en termes de température globale? Pour ça, on a des reconstructions du climat. Donc ça, c'est une figure que j'utilise depuis quelques temps parce que je la trouve assez frappante. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une reconstruction de la température globale depuis il y a moins 20 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc en vert, vous avez la sortie de la dernière période glaciaire. Il y a moins 20 000 ans, on était dans une période glaciaire. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble tout à l'heure. Ensuite, en bleu, on a eu cette période de plutôt grande stabilité de température qu'on appelle l'Holocène. Et en rouge, on a où on en est aujourd'hui. Et en orange, donc si on arrive à un monde à plus 2 et quelques, plus 3 degrés, pour l'instant, si tout le monde suit ses engagements, on va à peu près vers ce monde-là. Donc il y a deux choses sur lesquelles je vais revenir là-dessus. C'est d'abord, ce qui nous sépare d'une période glaciaire, c'est à peu près 4 degrés de température globale. Donc 4 degrés, ça paraît pas beaucoup quand on le dit comme ça, et une période glaciaire, on va voir que c'est un monde qui est quand même assez différent. Et l'autre truc dont on reparlera tout à l'heure, c'est l'extrême rapidité du changement climatique qu'on est en train de vivre par rapport à des phénomènes qui étaient déjà considérés comme très brutaux d'un point de vue géologique, qui sont ces alternances entre période glaciaire et interglaciaire. Alors une période glaciaire, c'est quoi? C'est un monde où au lieu d'avoir 2 grosses masses de glace qui sont le Groenland et l'Antarctique, on en a 4. On en a une qui vient squatter un bon bout de l'Amérique du Nord et une qui vient se mettre sur l'Eurasie. Donc dans une période glaciaire, vous avez une partie du Royaume-Uni qui est sous la glace, il n'y a plus de Norvège, il n'y a plus de Finlande. Et là quand on parle de glaciers comme ça, on parle de glaciers qui font des centaines de mètres, voire quelques kilomètres d'épaisseur. L'Antarctique, c'est quelques kilomètres d'épaisseur. Donc c'est pas un peu de neige avec des arbres au-dessus. C'est une énorme masse de glace sur laquelle il n'y a strictement rien. Et en fait, il y a tellement de glace là-dedans que le niveau des mers est 120 mètres plus bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manche. La manche, c'est 80 mètres de profondeur, je crois, par là. Donc il n'y a pas de manche. On traverse à pied jusqu'à l'Angleterre et du coup, le Brexit aurait été un peu plus compliqué. Alors, au-delà de la différence du niveau des mers, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, et je pense que pour ça, le cas de l'Europe est intéressant. Bon, c'est pas une carte qui est très jolie, mais là, vous avez l'Europe aujourd'hui. L'Europe d'aujourd'hui, elle est cool. Enfin, ça veut dire tempérée, mais elle est cool pour l'agriculture, au moins. Et donc, on a ce climat tempéré, avec des précipitations, avec des températures agréables au printemps à l'été, qui permettent de cultiver du blé et d'avoir tout plein de gens qui vivent heureux et ne se font pas la guerre. Et de l'autre côté, vous avez dans les périodes glaciaires, en fait, le truc c'est que 4 degrés de moins de température globale, il fait un peu plus froid, mais ça a aussi des impacts importants sur les précipitations, comme on l'a vu. Et donc, pendant la période glaciaire, vous avez ces grosses masses de glace qui couvrent une partie de l'Europe, effectivement, mais il y a également le fait que c'est un écosystème qui est radicalement différent, qui est plutôt des steppes, un peu le paysage de Mongolie, s'il y en a qui ont vu la série Marco Polo, voilà, avec Gengis Khan et tout ça. Ça ressemble à ça, en fait. Donc là-dedans, vous pouvez avoir des peuples nomades qui vivent avec des rennes, si vous voulez, mais vous n'avez pas d'agriculture et des villes avec des dizaines de millions de personnes. Donc la difficulté là, dans ce que j'essaye de faire comme pédagogie, c'est que je ne peux pas vous montrer un monde à 4 degrés de plus, à quoi il ressemble exactement, parce que pour ça on a quelques modèles et quelques idées, mais on n'a pas d'exemple passé récent, entre guillemets, alors que le monde d'il y a moins 20 000 ans, on sait le reconstruire, et vous vous rendez compte que 4 degrés demain, c'est ça. C'est une Europe qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui, c'est une Europe dans laquelle la vie telle qu'on l'a aujourd'hui en Europe est impossible. Et d'ailleurs ça a une conséquence qui est: si le climat était en train de se refroidir de 1 degré, je serais aussi en train de faire une conférence ici pour vous dire qu'on n'a pas envie que ça se refroidisse plus. Et ça, c'est un truc, je pense, qui est important à comprendre, c'est que on a eu cette période de stabilité des températures qui s'appelle l'Holocène, voilà, c'est la période géologique, et c'est pendant cette période de stabilité qu'on a commencé à se sédentariser et à développer l'agriculture.
Si vous avez besoin de domestiquer différentes espèces animales et végétales, c'est plus facile si vous avez à peu près les mêmes températures et les mêmes précipitations tous les ans pour mettre en place ces civilisations sédentaires. Et donc, ce n'est pas tout à fait un hasard si elles sont apparues dans des périodes climatiques plutôt stables. Et ça veut aussi dire que la distribution des humains sur Terre aujourd'hui, elle dépend de ces conditions de température et d'humidité. Ça dépend des endroits où on a à boire, où on peut faire à manger et où on sait que notre ville ne va pas se faire taper tous les 4 matins par un cyclone. Donc quand vous évoluez, quand vous changez la situation du climat, en fait, vous changez les situations, les endroits qui sont agréables pour les sociétés telles qu'on les a développées. Donc ce qu'on essaye de défendre du point de vue des sociétés humaines, hein, c'est peut-être pas le seul à écouter, mais du point de vue des sociétés humaines, on essaye de rester dans une situation stable qui correspond à un optimum par rapport au développement qu'on a mis en place et par rapport aux endroits qu'on a colonisés, dans lesquels on s'est développé, etc., etc. Et c'est pour ça que si on se retournait vers une période glaciaire, eh ben, ça serait pas souhaitable pour autant. Ce qu'on veut, c'est pas juste ne pas réchauffer, c'est pas juste ne pas refroidir, c'est rester dans ce bandeau qui a vu le développement de nos civilisations. Mais bon, il n'y a pas que les sociétés humaines. Donc on va parler un peu de biodiversité. D'abord pour vous dire qu'il y a une chouette vidéo sur ma chaîne, ça c'est la miniature de la vidéo, sur la biodiversité, parce que j'ai pas le temps de raconter tout ce que je raconte en vidéo, donc vous pouvez aller plus loin. La biodiversité, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui est un peu difficile à quantifier, parce que ça recouvre des réalités assez différentes. En fait, la biodiversité va inclure au moins 3 dimensions. Je ne suis pas un expert de la biodiversité, mais normalement, je ne dis pas trop de bêtises sur ce sujet. Donc il y a 3 dimensions différentes qui sont la diversité des espèces, à laquelle on pense immédiatement, et souvent on réduit la biodiversité à ça. Mais il y a également la diversité des écosystèmes, quelque part des interactions entre les espèces, des milieux. Et il y a une 3e diversité qui est la diversité intra-espèces. Entre nous, on partage vraiment beaucoup de gènes, mais on a également quelques différences physiques, et ça c'est parce qu'on a des diversités génétiques, et ça aussi c'est important pour la survie des espèces. Et la biodiversité englobe 3 dimensions assez différentes, ce qui fait que vouloir mettre un indicateur ou vouloir quantifier ça, c'est pas toujours facile. Il y a aussi un truc qui est important pour la biodiversité, on peut s'en inquiéter parce qu'on a bon cœur et que notre empathie s'étend au-delà de notre seule espèce, mais on peut aussi s'en inquiéter si on est strictement égoïste, hein, parce que la biodiversité va nous rendre un certain nombre de services écosystémiques, de purification de l'air, de purification de l'eau, de protection des côtes, de fourniture de certaines ressources, des poissons, du bois, des ressources génétiques, des médicaments. La pollinisation évidemment qui est vitale pour l'agriculture, enfin tout un tas de trucs qui, si on devait les faire nous-mêmes, coûteraient tellement cher que ce serait impossible. En fait, notre civilisation repose aussi sur des services que nous rendent gratuitement les écosystèmes, et il ne faut pas croire qu'on s'intéresse aux écosystèmes juste parce qu'on veut sauver des éléphants ou des pandas. D'ailleurs, les pandas étant des ours qui ne peuvent pas digérer la cellulose mais qui mangent du bambou, c'est quand même un peu un fail, mais bref. Donc il faut se rendre compte qu'on a un intérêt, même égoïste, à vouloir protéger la biodiversité. Il y a un premier truc, et un truc que je trouve important de souligner quand je parle de biodiversité, c'est que le climat n'est pas la seule pression qui s'exerce sur la biodiversité. Alors j'utilise un vieux document, excusez-moi, de 2005, parce que je pense qu'il rend assez bien quelque chose qui reste vrai aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit différents écosystèmes. Donc c'est en anglais, pardon, mais on a les forêts boréales, tempérées, tropicales, ensuite on a des savanes ou des steppes, et ensuite on a des systèmes d'eau douce, des systèmes côtiers, des systèmes marins, les îles, les montagnes et les systèmes polaires. Et on voit différentes pressions, donc on voit que le changement climatique c'est une pression qui est aujourd'hui assez faible, sauf sur des écosystèmes particuliers comme le système polaire, bon, pas besoin d'expliquer pourquoi. On a des impacts des espèces invasives qui vont être très élevés sur les îles, par exemple, qui souvent ont évolué un peu à part. Et si vous lâchez dedans un rat, une poule ou un chat, vous pouvez vite faire des dommages importants. Il y a un chat qui a réussi à faire disparaître à lui tout seul une espèce de passereau, ce qui est quand même pas mal pour un chat. Et vous avez des systèmes qui sont plus sensibles à la surexploitation, notamment les systèmes marins avec la surpêche, mais aussi certaines chasses. Vous avez certaines pollutions, ici on parle surtout d'eutrophisation, mais la première pression sur les écosystèmes, c'est les changements d'habitat, donc le fait qu'on laisse de moins en moins de place aux écosystèmes, qu'on rase des forêts pour faire des champs, qu'on élimine des champs pour faire des villes, qu'on construit des supermarchés en dehors des villes, et du coup il faut plein de routes pour y aller. Et donc du coup, voilà, graduellement on laisse de moins en moins de place à la nature quelque part, et ça c'est vraiment la première pression sur les écosystèmes. Donc on va parler de l'impact du climat sur la biodiversité, mais il ne faut pas croire que si on résout le climat, ça serait déjà super, hein, mais si on résout le climat, il y a encore des questions de biodiversité qui sont ouvertes, ce n'est pas des questions qui se superposent exactement.
Maintenant, si on vient vraiment à l'impact spécifique du climat sur la biodiversité, il y a un gros problème pour les espèces animales et végétales, c'est la vitesse du changement climatique en cours. Pourquoi? Parce que si on pense à la dernière période glaciaire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je pense qu'il y avait des rennes en France au niveau du Massif central ou au niveau du... Parce que vu que c'était des steppes, ces grands mammifères qui vivent aujourd'hui en Norvège, elles vivaient pour les écosystèmes pour lesquels elles étaient adaptées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que ça se réchauffe, elles vont suivre leur optimum climatique. Donc au fur et à mesure que les glaciers reculent et fondent, les systèmes de steppes les suivent et elles continuent de vivre dans le même écosystème et elles font des migrations qu'on appelle poleward en anglais, donc vers les pôles. Donc évidemment, si ça se réchauffe, les écosystèmes se déplacent vers les pôles et si ça se refroidit, ils se déplacent vers l'équateur. Et donc du coup, la manière dont la plupart des animaux s'adaptent à ces changements climatiques, c'est pas d'attendre d'avoir une mutation merveilleuse qui leur permette de changer d'écosystème, c'est de rester dans les variables de température, de climat, de précipitation pour lesquelles elles sont adaptées. Le gros problème, c'est qu'elles arrivent à peu près à le faire quand vous gagnez 4 degrés en 8000 ans. Mais quand vous prenez 3 degrés en un siècle, ça devient beaucoup plus difficile. Donc vous voyez, là, c'est un peu la range... Le déplacement que des espèces peuvent faire en décennies par rapport à différents scénarios d'évolution des températures. Et on peut voir que des loups, par exemple, vont réussir à se déplacer assez rapidement. Ça peut quand même courir vite, un loup, ça court plus vite que le changement climatique. Mais par contre, un chêne, ça court beaucoup moins vite que le changement climatique, sauf dans le Seigneur des Anneaux, mais c'est parce qu'ils peuvent marcher. Et du coup, il y a des vrais problèmes pour les petits animaux, pour les espèces végétales et animales. Et là, en fait, ce qui fait vraiment mal à la biodiversité du point de vue du climat, on va parler d'écosystèmes particuliers après, mais d'un point de vue général, c'est pas tant la température qu'on aura à la fin que la vitesse à laquelle on y arrive. Et là, vous voyez que par rapport à des changements qu'a connus la Terre avant, ce changement climatique en cours, qui est d'origine humaine, il est incroyablement rapide. Et en fait, ça prend de vitesse des mécanismes d'adaptation que le vivant avait mis en place depuis longtemps. Parce que le climat a déjà changé de nombreuses fois sur Terre. Les coraux, ils se sont amusés à aller de l'équateur au pôle, puis des pôles à l'équateur. Mais c'était des changements tellement lents que les coraux y arrivaient. Ils allaient un peu plus loin, ça réchauffait un peu, ils allaient un peu plus loin. Ils n'avaient pas besoin de s'adapter à un monde qui change. Ils restaient dans leur monde à eux, et c'est juste que leur monde à eux se déplaçait sur la surface de la planète. Et donc là, il y a un vrai problème pour la biodiversité qui est la capacité à survivre à un changement climatique aussi rapide. C'est aussi un problème pour les sociétés humaines. Si vous imaginez qu'on va prendre 2 ou 3 degrés en 3000 ans, c'est beaucoup plus facile de s'adapter que si vous les prenez en un siècle. On peut adapter petit à petit l'agriculture, on peut déplacer petit à petit des choses, alors que si ça change d'un coup, on ne voit pas bien ce qui se passe, ça peut être extrêmement brutal, et on a beaucoup moins de recul et de temps pour s'adapter à ça. Donc voilà, faites attention, on parle souvent de 2, 3, 4 degrés, c'est 2, 3, 4 degrés en 2100, et il y a 2 notions derrière, qui est la température à laquelle on arrivera au bout d'un moment, mais il y a aussi la dynamique de tout ça. Si on regarde le récent rapport du GIEC qui est sorti en début de semaine, du groupe 2, on voit la perte de biodiversité. Alors j'avoue que je n'ai pas regardé dans le texte précisément comment c'était quantifié, mais on voit en tout cas que les impacts sont beaucoup plus forts, sans grande surprise, dans un monde à 3 degrés en 2100 que dans un monde à 1,5 degré. Et on voit aujourd'hui aussi que ces impacts sont conséquents. Donc aujourd'hui, le climat, ce n'est pas le premier driver de la disparition des espèces, c'est surtout qu'on leur laisse de moins en moins de place. Mais si on continue à réchauffer le climat, comme on le fait très bien en ce moment, eh bien, ça va être un driver extrêmement impactant. Alors il y a des écosystèmes qui vont être particulièrement touchés. Là encore, c'est des trucs que j'ai chopés en début de semaine, donc je n'ai pas eu le temps de traduire. Donc vous voyez que pour les écosystèmes terrestres et d'eau douce, il va y avoir des pertes de biodiversité qui peuvent être importantes dès 1,5-2 degrés. Et après, il y a des impacts qui vont être... en fait, en jaune, c'est à partir du moment où un impact est décelable. Et en rouge, ça devient grave, quoi. Et en violet, ça devient vraiment sévère. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est les récifs coralliens d'eau chaude que vous voyez ici. Et vous voyez que même dans un monde à 1,5 degré, ils sont déjà dans le violet, quoi. Ils sont déjà bien dans le mal. Donc c'est des systèmes qui sont déjà en train d'évoluer négativement à cause de l'élévation des températures, mais aussi à cause de l'acidification des océans, qui est une conséquence directe de nos émissions de CO2, et puis d'autres trucs comme la surpêche ou l'utilisation d'engrais. C'est des systèmes qui subissent aujourd'hui énormément, et on le sait que si le changement climatique continue, si on continue d'élever en température, ça va être des systèmes qui vont énormément souffrir, et c'est des systèmes qui sont extrêmement riches en termes de biodiversité. Et donc si on continue comme ça d'élever les températures, c'est pas du tout exclu que ma génération, en une génération,
on voit disparaître la plupart des récifs coralliens d'eau chaude. Ce qui est quand même une évolution assez violente pour les écosystèmes marins. Une autre conséquence de ce que j'ai parlé, de ce que j'ai expliqué sur la biodiversité, c'est que vous allez avoir des déplacements d'espèces, des déplacements de pathogènes ou d'espèces vectrices de pathogènes, notamment ce célèbre moustique qui propage la dengue, la fièvre jaune et tout plein de trucs cool. Et du coup, il va y avoir des déplacements de certaines maladies. Et ça peut être un problème non seulement si les zones touchées sont plus grandes, mais également si vous changez les zones. Aujourd'hui, il y a des pays du monde qui sont habitués à avoir du paludisme, à avoir de la dengue, à avoir de la fièvre jaune, et qui mettent en place des mécanismes pour tuer les moustiques, par exemple, quand il y en a trop, ou mettre des moustiquaires, etc. Et si vous commencez à mettre des maladies où il n'y a pas ces usages-là, eh bien, vous allez avoir un impact, au moins au début, qui va être important. Et là aussi, il faut penser l'adaptation, et il faut penser la prévention pour anticiper ça et limiter les dégâts. Quand on regarde, là encore, le dernier rapport du GIEC, ils estiment qu'en 2050, il y aura à peu près 250 000 morts par an dans le monde qui seront les conséquences du changement climatique. Là-dedans, vous avez des gens qui vont mourir à cause de ces vagues de chaleur mortelles dont on a parlé. Il y a des gens qui vont mourir à cause de maladies qui sont liées à l'eau et donc des conséquences en fait, des inondations et de problèmes de gestion de l'eau. Et il y a des gens qui vont mourir à cause de l'extension de zones du paludisme, de la dengue et d'autres joyeusetés. Et ces maladies pèsent assez lourd dans ces bilans humains qu'on essaye de faire, qui est un exercice extrêmement difficile. Alors, j'ai pas mal parlé du GIEC, donc je vais quand même en toucher deux mots. D'abord, pour vous dire qu'il y a une bonne vidéo sur la chaîne que j'ai sortie cet été, qui vous permet de faire le tour en 3 quarts d'heure. Ça va aller beaucoup plus loin que ce que je vais raconter là. Il y a vraiment un truc à comprendre sur le GIEC, c'est que le GIEC ne produit pas d'études scientifiques. Tout ce que fait le GIEC, les auteurs du GIEC, qui sont des scientifiques, c'est une relecture critique des éléments scientifiques disponibles. Donc là, vous voyez, c'est le nombre de publications par an sur le climat, je n'ai pas précisé dans le titre, sur le climat. Et vous voyez que dans les années 90, on sortait quelques centaines de papiers par an, et aujourd'hui, on est plutôt à 60 000, 70 000 papiers scientifiques par an. Donc le volume de production de connaissances scientifiques a beaucoup augmenté. On en sait beaucoup plus sur le climat. Et ça devient d'autant plus précieux d'avoir des scientifiques experts de ces domaines-là qui fassent une revue critique de la littérature. C'est vraiment ça le GIEC. Ils vont lire les papiers, ils vont voir si c'est cohérent avec le reste des éléments scientifiques et ils vont nous dire bah, ça on peut l'affirmer, ça on ne sait pas trop, là on aimerait bien en savoir plus, c'est quelque chose qu'il vaut mieux comprendre parce que c'est important. Et après ça sert pour les discussions politiques sur qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça. Alors juste quelques statistiques, là c'est spécifiquement du groupe 2, je vais y venir juste après, les différents groupes. Donc c'est la partie du 6e rapport qui est sortie là en début de semaine. Si on regarde les couleurs, là, c'était les différents rapports du GIEC. En fait, ils font des rapports d'évaluation régulièrement. Donc vous voyez que quand ils ont fait le premier rapport du GIEC, ils ont dû s'attaquer à 969 papiers scientifiques et dire un peu ce que disaient ces papiers. Et pour le dernier, ils sont plutôt dans les 300 000. Bon, ils sont 3 groupes, ça divise un peu le travail, mais c'est quand même du boulot. Donc là, un peu de stats pour ce deuxième groupe. Donc vous voyez, c'est 270 auteurs avec un peu plus qui ont contribué. Et puis, ils ont listé 34 000 papiers scientifiques. Moi, ça me fait un peu peur. Hein. Quand je dois en lire 3, c'est quand même long. Donc 34 000. Et surtout, il y a un truc qui est important, c'est que une fois que ces auteurs, qui sont déjà nombreux, hein, c'est pas 3 pecnos dans un garage, c'est quand même des centaines de scientifiques, une fois qu'ils ont un premier brouillon, ils vont le rendre accessible à des relecteurs qui se proposent, qui sont plusieurs milliers, je pense. Et ces relecteurs vont faire des commentaires. Et il y a 2 rounds de review comme ça, de relecture par les pairs. Et vous voyez qu'ils ont reçu 62 418 commentaires. Donc c'est vraiment énorme. Hein. Moi, quand je fais un script sur une vidéo et que j'ai 120 commentaires, je pleure pendant 10 minutes avant de me mettre à travailler. Donc quand on a 62 418, c'est quand même un gros volume. Et donc ils doivent répondre à ces commentaires ou les intégrer. Hein. Ça peut être, je pense que votre jugement sur ce papier, vous avez mal compris, vous avez oublié ce papier-là. Ça peut être des questions de forme, d'organisation. Il y a un peu de tout, mais c'est un énorme travail collectif. C'est peut-être le plus gros travail collectif scientifique d'écrire ces rapports. Et on a quelque chose d'extrêmement précieux pour ne pas avoir à aller lire ces 34 000 papiers scientifiques, ce qui est, avouons-le, impossible pour un individu. Donc voilà, le GIEC, c'est vraiment ça, c'est une organisation avec des scientifiques qui vont produire une revue critique sur les éléments scientifiques sur le climat. Je ne vais pas trop me pencher sur l'organisation, il y a un truc là-dedans qui m'intéresse, c'est que c'est découpé en 3 groupes de travail.
Donc, vous vous rappelez peut-être qu'on a parlé d'un rapport du GIEC qui est sorti début août, de mémoire. Donc ça, c'était le travail du groupe 1 qui va travailler sur les éléments scientifiques du climat. Donc qui va montrer, voilà, les glaciers fondent, l'élévation du niveau des mers, ça continue, qui va regarder, il y a plus de pluie intense, tout ça, et comment ça peut évoluer suivant différents scénarios d'émissions, et quelles sont les causes. Toutes ces questions-là, c'est plutôt le groupe 1. Ensuite, on a un groupe 2 qui va regarder les conséquences pour les sociétés humaines et pour les écosystèmes. Quels sont les plus vulnérables? Bon, spoiler, c'est souvent les plus pauvres, c'est souvent les femmes, c'est souvent les enfants, c'est souvent les gens dans les pays en voie de développement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu adapter, quoi. Donc adapter, c'est quoi? C'est limiter les impacts par rapport à ne rien faire. Et il y a un groupe 3 qui travaille sur l'atténuation. Donc on en est là, on sait que ce changement climatique, il va continuer si on continue d'émettre des gaz à effet de serre, c'est la cause principale, on y reviendra, mais vous le savez sans doute. Et du coup, comment on fait pour lutter contre ça, pour réduire les émissions, pour que demain ne soit pas un monde beaucoup trop difficile pour nos capacités d'adaptation? Ces groupes 2 et 3, du coup, ils vont devenir importants parce que c'est là que la discussion politique se pose. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts et qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir un monde qui est vraiment pas top. Alors, comment résumer facilement ce groupe 2 et 3? Vous pouvez retenir ça, c'est important, retenez cette slide. Éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Éviter l'ingérable, pourquoi? Parce que dans les conséquences dont on a déjà parlé, bon, je vais les sauter, ça, je vais passer directement à ça. Dans les conséquences dont on a déjà parlé, je vous ai montré qu'il y a déjà eu des conséquences du changement climatique. Il y a déjà des gens qui sont morts du changement climatique, il y a déjà eu des phénomènes de pluie intense, l'élévation du niveau des mers est déjà là, il y a déjà des glaciers qui fondent, et donc on doit gérer l'inévitable. Une partie des conséquences est derrière nous, une partie arrive en ce moment, et une partie arrivera de toute manière demain. Et donc ça, il faut mettre en place des mesures. Et donc là, vous voyez un peu les impacts en France, hein, je vous ai noté. Donc il y a plusieurs choses qui vont nous permettre de boucler un peu avec ce qu'on a dit. Vous voyez que 1 degré d'augmentation... Ah oui, d'ici 2050. Donc mettons en 2050, on sera un peu au-dessus d'1,5 degré, spoiler, désolé. Et du coup, vous voyez que dans ce cas-là, c'est pas 1,5 degré partout. Hein, ça va être beaucoup plus chaud au niveau continental qu'en bord de mer. Vous pouvez commencer à regarder où acheter, là, pour ceux qui ne se sont pas encore posés. Et vous avez des problèmes de submersion marine, vous avez des problèmes d'inondation, vous avez des problèmes d'incendie. Achetez pas trop dans le sud, hein, la Méditerranée, ça va commencer à craindre. Et donc, il y a des impacts sur le territoire qui sont différenciés et vous pouvez mettre en place des mécanismes d'adaptation. Vous pouvez essayer de construire de façon à ce que, quand il y a des inondations, il n'y ait pas trop de dommages. Vous pouvez commencer à mettre en place des mécanismes pour limiter l'érosion des plages ou des côtes ou des digues pour limiter les impacts quand il y a des entrées des mers, etc., etc. Il y a un truc aussi que je voulais souligner, qui était que... Alors ça, c'est une vieille illustration, en fait, donc écoutez-moi. Mais beaucoup de conséquences dont j'ai parlé, c'est juste pour vous montrer, en fait, que les conséquences ne sont pas du tout distribuées uniformément dans le monde. Hein, ça va être les pays qui sont... Et en plus, ne sont pas du tout distribués éthiquement, moralement, équitablement dans le monde, parce que c'est souvent des pays qui ne sont pas très développés, qui vont subir les conséquences les plus sévères, alors qu'ils n'ont pas beaucoup émis de CO2. Et comme c'est des pays qui sont pauvres, ils n'ont pas non plus beaucoup de marge d'adaptation. Donc là, ça, c'est des éléments qui sont très importants dans les contextes des négociations internationales, parce que les impacts ne sont pas répartis partout pareil. Et malgré les impacts qu'on voit déjà sur notre territoire, on n'est pas dans les territoires qui vont être les plus touchés. Donc là, c'est un peu... Voilà, gérer l'inévitable, gérer ce qui arrive, gérer ce qui est là, et gérer ce qui arrivera demain, très probablement. Et d'ailleurs, ce rapport du groupe 2 du GIEC, en fait, quand on lit, il est très concentré sur les prochaines échéances. J'ai du mal avec les CH. Les prochaines bref, les prochains dixièmes de degré. Et donc, c'est très centré sur les impacts à 1,5 degré, parce qu'on va passer probablement par là. Et la deuxième partie du problème, c'est éviter l'ingérable, donc éviter d'aller vers des mondes à 3, 4 degrés où les conséquences sont énormes et où on n'arriverait pas à s'adapter à ces conséquences-là. Et pour éviter l'ingérable, il faut comprendre un peu les mécanismes derrière les changements qu'on observe. Donc là, vous voyez, ça, c'est les contributions de différents facteurs sur le réchauffement qu'on a observé, qui est en bas. Et vous voyez que dans ce qui explique le réchauffement, il y a les gaz à effet de serre, donc notre fameux CO2, le champion, et puis également du méthane, du protoxyde d'azote, N2O, des gaz halogénés, de l'ozone, qui est un polluant de l'air. En fait, on n'émet pas directement de l'ozone, on émet des polluants et ça forme de l'ozone, qui est un gaz à effet de serre. Il y a le bon et le mauvais, je pense qu'on ne va pas rentrer dans cette discussion. Et vous voyez aussi qu'on a on a aussi des pollutions qui refroidissent le climat.
C'est ici aérosol, si c'est en bleu, si c'est de ce côté-là, c'est parce que ça a refroidi le climat. C'est quoi les aérosols? C'est des petites particules ou des petites gouttelettes qui sont en suspension dans l'atmosphère et qui réfléchissent une partie du rayonnement solaire. Donc si vous mettez des aérosols, ça a un effet refroidissant. Il y a une partie du rayonnement solaire qui n'atteint pas le sol. Et c'est notamment pour ça que les volcans ont un effet refroidissant. Aujourd'hui, les aérosols, c'est surtout lié à la combustion de ressources fossiles. Alors là-dedans, on parle beaucoup du CO2. Il y a plusieurs raisons pour ça. Et une des raisons pour lesquelles on parle du CO2, c'est qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais ce sont des émissions qui vont avoir un impact sur un long terme. Donc vous voyez là, on a émis, c'est un modèle. Dans les modèles, on peut faire n'importe quoi, ce qui est l'avantage des modèles. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce modèle? On a émis à peu près 10 années d'émissions humaines. Et après, hop, on a fait disparaître les sociétés humaines d'un claquement de doigts. Donc c'est genre Thanos qui claque l'infiniment des doigts. Et donc on n'a plus rien, on n'a plus d'émissions, et on regarde comment ce qu'on a ajouté dans l'atmosphère décroît en fonction du temps. Alors il y a plein de pièges dans cette figure. Le plus gros piège, c'est que l'échelle en bas n'est pas du tout linéaire. Donc vous voyez qu'au bout d'un siècle, vous avez à peu près 60% du CO2 que vous avez initialement placé dans l'atmosphère qui en est sorti, essentiellement grâce à l'action des océans et un peu grâce à la végétation. Au bout d'un millénaire, de ce que vous avez émis au début, il vous en reste à peu près 25%, et au bout de 10 000 ans, il en reste à peu près 15%. Et si vous vouliez retourner à l'équilibre, si on suppose que le système revient à l'équilibre, ce qui n'est pas certain, mais si on suppose que le système revient à l'équilibre, il faudrait de l'ordre de quelques centaines de milliers d'années. Donc voilà, quand on émet du CO2 dans l'atmosphère, si on retourne un jour à l'équilibre, il faut quelques centaines de milliers d'années. Donc c'est ça, quand on prend sa douche, quand on prend sa voiture, quand on prend l'avion, on a des impacts sur des milliers de générations humaines, un impact qui décroît dans le temps, certes, mais on a quand même un impact à très long terme. Et donc ça, c'est un premier truc à comprendre avec le CO2, c'est pas une durée de vie de 100 ans, ça va décroître l'impact de nos émissions, mais ça va rester pendant extrêmement longtemps. Une autre figure un peu plus compliquée pour raconter la même chose, c'est celle-là. Donc le seul truc qui va m'intéresser ici, c'est la courbe marron du méthane et la courbe du CO2. Donc vous voyez que le méthane, alors là on a encore fait des trucs marrants dans les modèles parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a juste pris les émissions de 2008, toutes les émissions qui affectent le climat, et ensuite on a regardé avec juste ces émissions de 2008, qu'est-ce qui se passe si on laisse le temps passer. Et donc ce qui se passe, c'est que vous allez avoir le CO2 qui se place, qui va commencer à réchauffer le système, et après le CO2 va rester extrêmement longtemps, et au bout de 80 ans, vous avez encore cet effet du CO2 sur les températures. Le méthane, vous le savez peut-être, c'est un gaz à effet de serre qui a plus d'impact que le CO2 par kilo. Heureusement, on en émet moins que le CO2. Mais vous voyez que si on regarde les émissions de 2008, l'impact du méthane et du CO2 10 ans après les émissions, c'est à peu près le même. Sauf que le méthane, sa durée de vie moyenne dans l'atmosphère, c'est 12 ans. Donc en fait, rapidement, cet impact va disparaître. Et dans 80 ans, le méthane qu'on a émis en 2008, il n'a plus d'effet. Par contre, le CO2 a encore de l'effet. Donc vous voyez, si vous me posez la question de qu'est-ce qui a le plus d'effet, ben, ça dépend quand est-ce qu'on regarde. Et là, il y a une difficulté parce qu'on vous parle souvent de cette métrique qui est l'équivalent CO2, qui permet de mettre ensemble du méthane et du CO2. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette métrique? On regarde l'impact sur une durée qu'on a choisie. Donc en fait, classiquement, ce qu'on fait, là, ce qui va intéresser, on va dire que c'est juste la ligne méthane fossile. Donc classiquement, ce qu'on fait, on regarde les émissions, on regarde l'émission d'1 kg de méthane, d'1 kg de CO2, et on regarde un siècle après les émissions. Si on regarde un siècle après les émissions, je peux vous dire, ok, ben, sur ce siècle-là, émettre 1 kg de méthane, c'est pareil qu'émettre 30 kg de CO2. Mais si au lieu de regarder un siècle, on regarde 20 ans, émettre 1 kg de méthane, c'est pareil qu'émettre 82,5 kg de CO2. Et si on choisit de regarder 500 ans, là, 1 kg de méthane, c'est pareil qu'émettre 10 kg de CO2. Alors pourquoi? Parce qu'on compare les deux. Et comme le méthane reste moins longtemps et que le CO2 reste très longtemps, plus on va intégrer loin, plus on va considérer de génération humaine quelque part, plus le CO2 va être important par rapport à des gaz à effet de serre à plus courte durée de vie. Et donc là, il y a une difficulté derrière ce CO2 équivalent qu'on manipule très souvent, enfin, moi, je sais, ça ne doit pas être le cas de tout le monde, c'est qu'il faut savoir que c'est fait avec une hypothèse importante, qui est qu'on considère juste un siècle. Et ce qui se passe après, ça ne nous regarde pas. Après, il faut se mettre d'accord, pour agréger, on est obligé de faire des hypothèses, mais il faut se rappeler qu'il y a cette hypothèse-là qui peut être importante. Aujourd'hui, on utilise vraiment ce CO2 équivalent sur un siècle, c'est la norme internationale, et si on fait ça sur les émissions de 2016, on voit qu'en CO2 équivalent, 75% des émissions de CO2 équivalent, c'est le CO2, auquel vous ajoutez du méthane dans une portion non négligeable, un peu le protoxyde d'azote, et les gaz halogénés qui nous intéressent un peu moins. Il y a une conséquence qui est importante du fait que le CO2 reste longtemps dans l'atmosphère, c'est que nos émissions vont s'accumuler dans l'atmosphère. Ce qui joue
pour le climat, ce n'est pas nos émissions de CO2, c'est la concentration en CO2. Et la concentration en CO2, c'est le cumul de nos émissions. Donc là, c'est une figure qui le montre, à mon avis, très clairement. En fait, on a représenté en bas les émissions cumulées de CO2 depuis 1850. Donc la somme des émissions de chaque année en fonction de la température. Et vous pouvez voir qu'il y a une quasi-linéarité sur le réchauffement climatique historique. Donc là, c'est quand même dur d'être climato-sceptique et de ne pas croire au CO2. Alors je veux bien, corrélation n'est pas causation, mais en plus, on connaît les mécanismes physiques pour expliquer ça. Et en tout cas, c'est quand même assez frappant de voir cette quasi-linéarité entre émissions cumulées de CO2 et température globale. Et les couleurs, là, c'est différents scénarios qui sont tirés jusqu'en 2050. Et donc, vous voyez que sur la gamme qui nous intéresse ici, ça reste à peu près linéaire. Voilà, chaque tonne de CO2 compte. Et sur une gamme comme ça, un peu restreinte d'émissions de CO2, eh bien, on a une quasi-linéarité. Ça veut dire que le discours qu'on entend des fois sur ce qu'on appelle le cumul historique des émissions, il a un sens physique. Ce n'est pas forcément une responsabilité. Là, il faudrait faire un peu d'éthique, de politique, etc. Et je ne suis pas du tout outillé pour ça. Mais d'un point de vue physique, ça a un sens de regarder le cumul historique des émissions de CO2 parce que c'est ce qui nous a amené à la concentration de CO2 qu'on connaît aujourd'hui et donc la température qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez que si on fait ça, si on regarde qui a émis du CO2 depuis 1850, on a à peu près un tiers pour l'Amérique du Nord, à peu près un tiers pour l'Europe et à peu près un tiers pour les autres. Et j'ai mis la France. Donc la France, on est un peu moins d'1% de la population mondiale. Et le cumul historique, on fait plutôt bien par capita finalement. On est plutôt bon, joli score. Donc ça, c'est... Voilà, on en est là avec la concentration de CO2 qui est le résultat des émissions passées. Maintenant, on a quand même des choix devant nous. Vous voyez que différents scénarios qui vont tous jusqu'en 2050 ne s'arrêtent pas à la même température parce qu'il y a différentes trajectoires d'émissions. Et je vais essayer de vous présenter ça. Avant, je vais juste faire une parenthèse un peu technique. Là, sur cette figure, on regarde quelque chose, on regarde le réchauffement et on se place en 2020, au moment où il y a eu le rapport spécial 1,5 degré qui est sorti. Et si on continue comme ça à émettre autant qu'on le fait aujourd'hui, on suit la courbe en pointillé, comme ça, qui monte très rapidement. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que si on arrête toutes les émissions de CO2 d'un claquement de doigts, comme ça, on va être sur la courbe bleue. Donc ça, c'est important de se rendre compte que pour les océans, pour les glaciers, il y a des inerties physiques qui sont importantes. Par contre, si on imagine que demain, d'un claquement de doigts, on atteint la neutralité carbone, en fait, la température dans l'atmosphère se stabilise très rapidement. En fait, ce qui se passerait plutôt si on arrêtait tout, c'est qu'on serait sur cette courbe orange, là. Pourquoi ? Parce qu'en plus du CO2, on arrêterait les aérosols. Si on arrête les aérosols, on perd cet effet de masquage. Donc on a un réchauffement qui est assez rapide au début. Et si on arrête tout, on arrête le CO2, mais on arrête aussi les autres gaz à effet de serre, notamment le méthane. Et le méthane, comme il a une courte durée de vie, son effet réchauffant disparaît rapidement. Donc si je fais disparaître comme ça, hop, d'un claquement de doigts les sociétés humaines, eh bien, on a un petit réchauffement suivi d'un refroidissement, et on finit à la fin du siècle avec une température qui est moindre qu'aujourd'hui. Évidemment, le gros problème ici, c'est qu'on ne peut pas arrêter tout d'un coup. On en reparlera plus loin avec notre dépendance aux ressources fossiles. Mais on a ce qu'on appelle, ce que j'appelle une inertie sociétale, donc le fait que l'évolution qu'on doit mettre en place, elle ne peut pas être instantanée, on ne peut pas passer des émissions actuelles à zéro. Et ça, c'est représenté aussi dans un passage intéressant du 6e rapport du GIEC. Ici, on voit quoi ? On voit deux scénarios. Alors, pour des raisons de modélisation et de date des papiers, ça commence en 2015. C'est pas très grave, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce qui se passe entre des choix différents des sociétés et les conséquences sur le climat. Donc là, vous voyez deux scénarios. Un qui est de forte réduction des émissions de CO2. On regarde les émissions ce coup-ci, donc ce qu'on émet chaque année, ce qu'on ajoute chaque année dans l'atmosphère. Et vous voyez une réduction importante qui passe même en dessous de zéro. C'est pas très visible, mais ça passe en dessous de zéro vers la fin, qui est en gros un monde un peu en dessous de 2 degrés. Et puis une augmentation assez forte des températures qui nous mène dans un monde à environ 4 degrés de mémoire. Et donc là, c'est la différence sur les émissions. Maintenant, si on regarde la concentration de CO2, donc ce qu'il y a comme CO2 dans l'atmosphère, qui est la somme de ces émissions, on voit que si on commence à diverger ici en 2015, on commence à avoir un effet sur la concentration qui est discernable plutôt après les années 2020. Et si on va jusqu'à la température, qui est la conséquence de tout ça, on voit qu'il faut attendre encore plus de temps pour que ça soit discernable, notamment parce que cette courbe de température, elle est bruitée. Il y a une variabilité interne du climat, une variabilité naturelle, ce qui fait qu'il faut du temps pour voir ces deux courbes diverger. Et donc, entre le choix que vous commencez à faire de réduire ou d'augmenter les émissions, eh bien, il peut se passer
une vingtaine, un peu plus de 20 ans, pour voir l'effet sur les courbes de température. Donc ça, c'est pas une inertie qui est physique au sens physique climatique, c'est une inertie qui est sociétale au sens de je ne peux pas claquer des doigts et faire disparaître les ressources fossiles. Mais tout de même, on a quand même des choix entre les futurs qu'on veut avoir, une fois qu'on connaît ces impacts du changement climatique. Et donc, on peut choisir si on veut finir dans un monde à presque 5 degrés ou si on veut un monde à 1,5 degré, qui paraît difficile aussi. Pour l'instant, si on regarde un peu les engagements des États, etc., on est un petit peu en dessous de la courbe jaune-orange. Donc on est pratiquement sur celle-là, je pense. Donc on est, je pense, il faudrait vérifier, quelque part entre 2,5 et 3 degrés si on regarde les engagements qui sont pris et si on arrive à les tenir, ce qui n'est pas non plus évident. Et ça veut dire quoi, ces différents scénarios? Si on regarde derrière, il y a différentes trajectoires d'émissions de CO2. Et donc, vous voyez, c'est en particulier... Alors, il y a aussi des différences sur les autres gaz à effet de serre, mais c'est le CO2 qui va se tailler la part du lion dans les futurs qu'on va avoir. Et donc, si on veut un monde à 1,5 ou à 2 degrés, il faut réduire très rapidement les émissions de CO2. Il faut même qu'elles soient négatives à la fin du siècle. Donc, on retire du carbone de l'atmosphère. Donc, le CO2, parce qu'on en émet d'énormes quantités, parce qu'il reste longtemps dans l'atmosphère, c'est un peu la variable clé du changement climatique. Et donc, si on veut lutter contre, on peut se demander d'où il vient. Et là, ça dépend un peu, si on a une approche historique, on peut regarder déjà d'où vient tout ce qui a été émis depuis 1850. Donc c'est ce qui est fait ici. Vous voyez en gris ce qui nous vient des ressources fossiles, pétrole, charbon, gaz naturel, qu'on devrait appeler gaz fossile si on était un peu honnête. On va leur enlever le branding, on va appeler ça du gaz fossile. Et vous avez un tiers à peu près qui vient du changement d'affectation des sols. Donc ça, c'est quand on extrait du carbone du sol ou quand on coupe des forêts. Si vous coupez une forêt et vous la remplacez par un champ, le stock de carbone qui était dans la forêt, il est dans l'atmosphère maintenant, si vous l'avez brûlé, cette forêt. Et donc, vous voyez que depuis 1850, il y en a à peu près un tiers qui vient de la déforestation. Ça veut dire que si on reforestait tout ce qui était foresté à l'époque, on pourrait retirer ça de l'atmosphère et on n'a pas commencé à compenser les ressources fossiles. J'ai un gros problème avec les compensations. Donc, il faut faire attention à ça. C'est que là où on va mettre des arbres, souvent il y en avait avant. Donc voilà, est-ce qu'on compense la déforestation initiale ou notre vol Paris-New York d'hier? C'est une question éthique. Par contre, si on regarde sur une période plus récente, si on regarde la dernière décennie, on voit que ce coup-ci, c'est beaucoup plus les ressources fossiles, pour à peu près 90% de ces émissions. Et en fait, la différence, c'est que si on regarde comment ça s'est passé dans le temps, aujourd'hui, on continue de déforester à l'échelle globale. C'est ce qu'on voit ici avec land use change. Donc ça, c'est lié au changement d'affectation des sols. Il y a les forêts, il y a aussi l'assèchement de tourbières ou de marais. Mais c'est quand même beaucoup la déforestation. Et par contre, il y a cette consommation le CO2 issu de la combustion de ressources fossiles qui a vraiment explosé depuis notamment les années 60. Et c'est devenu le principal driver de ces émissions de CO2. Aujourd'hui, à peu près 85-90% des émissions de CO2 vient de ces ressources fossiles. On pourrait même les décomposer, c'est ce qui est fait ici, entre charbon, pétrole, gaz, et il y a un petit peu du ciment. Donc là, c'est parce que le ciment, ce qu'on va chercher, c'est du calcaire, c'est CaCO3, et on veut CaO, donc on vire un CO2. Et donc le ciment, c'est même pas lié à l'utilisation d'énergie, c'est juste une réaction chimique. Voilà. Quand on produit du ciment, on doit émettre du CO2, ce qui peut être un problème, mais qui reste faible aujourd'hui par rapport aux ressources fossiles. Il y a un peu de torchage, bon, c'est pas très important. En tout cas, on voit que le charbon a encore une place importante dans les émissions de CO2, avec le pétrole qui a une belle deuxième position et notre gaz fossile qui finit le podium. Donc ces émissions de CO2, c'est lié à l'utilisation des ressources fossiles. Quand on regarde l'utilisation d'énergie par les sociétés humaines, on a un peu de biomasse traditionnelle, donc du bois qui est là depuis longtemps, et au-dessus de ça, on a ajouté les ressources fossiles qui aujourd'hui couvrent 80-85% des besoins en énergie de l'humanité. Vous avez besoin d'énergie pour tout, pour vous déplacer, pour produire des objets, pour chauffer, pas mal pour chauffer. Et du coup, il y en a derrière quasiment tout ce qu'on fait dans notre société. Et ce qu'on veut réduire au maximum pour lutter contre le changement climatique, c'est vraiment ça, quoi. Si vous voulez retenir une slide, celle-là, elle est importante. J'ai utilisé tout mon skill de Photoshop pour vous faire un résumé de la conférence. Donc ça, c'est le programme pour les prochaines décennies, à faire le plus rapidement possible. Donc voilà, se débarrasser du charbon, du gaz fossile et du pétrole. Après, il y a une préférence là-dedans. Si vous regardez par unité d'énergie ou par unité d'électricité, le charbon, par exemple, émet à peu près 2 fois plus de CO2 que le gaz.
Donc c'est vraiment le champion à dégager en premier, et le pétrole est un peu entre les deux. Donc voilà, on a notre principal coupable, on sait un peu ce qu'on doit faire. Et après, ce que je vais faire, c'est parler un peu plus du cas de la France, parce que c'est ce qui nous parle, donc voir un peu ce qu'on va devoir faire sur notre territoire. Alors, il y a un premier point qui est qu'est-ce qu'on émet en France. Et là, il y a deux approches qui sont un peu différentes. Il y a ce qu'on appelle l'inventaire national, donc ça va être ce qui va être émis comme CO2 sur notre territoire. Donc vous voyez qu'on est en 2017 à 445 millions de tonnes, et si on répartit ça par habitant, on est à 6,7 tonnes par habitant. Alors il y a une petite triche là-dedans, c'est que en fait, quand on regarde les pays et quand on regarde les émissions des pays, tout ce qui concerne le trafic international, d'aviation ou maritime, va se retrouver dans une case à part, un pays à part quelque part, qu'on appelle les soutes internationales. Donc en fait, là, il n'y a pas, si votre avion traverse une frontière, il est dans aucun pays. Voilà. Et il ne se retrouve pas là-dedans. Et ensuite, on a une approche qu'on appelle en empreinte, et dans ce cas-là, on retire toutes les émissions qui sont liées à ce qu'on exporte, et on va les allouer à la personne qui a importé. Et par contre, on ajoute toutes les émissions qui sont liées aux importations. Et comme on importe pas mal en France, venant d'usines du monde qui sont souvent en plus un peu polluantes et qu'on a désindustrialisé la France, eh bien, pour nous, l'empreinte est plus grande que l'inventaire. Mais vous comprenez que c'est un jeu à somme nulle. Hein. Si on regardait la Chine, par exemple, je pense que leur empreinte est plus basse que les émissions territoriales. Donc on emprunte ce que la population française engendre en tout comme émissions dans le monde. On est autour de 633 millions de tonnes, et ça fait 9,5 tonnes par habitant. Si on fait la moyenne mondiale, si on prend les émissions totales de CO2 équivalent, là on est en CO2 équivalent, il y a tous les gaz à effet de serre. Si on fait la moyenne mondiale, si on prend tous les gaz en CO2 équivalent et qu'on divise par la population mondiale, on est à peu près à 6,3. Donc ça veut dire que si tout le monde vit comme un Français aujourd'hui, on augmente de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est pas mal, sachant que le but c'est plutôt de les réduire. Donc, et encore, il y a des pays développés qui s'en sortent un peu moins bien, parce que vous le savez sans doute, le nucléaire permet d'avoir une électricité assez décarbonée, donc si vous avez une électricité en charbon, c'est encore pire. Mais même avec ça, la France est bien au-dessus de la moyenne mondiale, et si tout le monde vit comme nous, on a une grosse émission des émissions de gaz à effet de serre. Alors tout n'est pas perdu, hein. Si on regarde l'évolution de cette empreinte dans le temps, vous voyez qu'en 2 décennies, on a réduit à peu près de 2 tonnes l'empreinte. Si on continue comme ça tendanciellement, on n'est pas du tout dans nos engagements. Les engagements de la France, c'est d'être neutre en carbone en 2050. J'aurais pu faire l'exercice, là vous prolongez jusqu'en 2050. On voit qu'on n'est pas sur la bonne pente et qu'il va falloir commencer à mettre les bouchées doubles. Alors si on regarde un peu dans les détails et qu'on va aller voir dans les secteurs, alors j'ai pris ce bout de courbe parce que ça montre un peu l'évolution. Donc les secteurs, vous voyez, là-haut en vert, c'est les transports. Alors quand on fait une analyse sectorielle, il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que on regarde que les émissions directes. Donc quand on regarde les transports, c'est l'essence, le diesel, le kérosène qui sont brûlés pour les transports. Dans les transports, il n'y a pas la production de la voiture qui va se retrouver dans l'industrie, il n'y a pas la production des routes qui va se retrouver dans l'industrie manufacturière, bâtiment, il n'y a pas tout ça, il n'y a vraiment que les émissions directes. Il n'y a pas les émissions du raffinage pour faire l'essence et le diesel qui va se retrouver dans l'industrie de l'énergie. Donc le transport, juste les émissions directes des transports, c'est déjà une partie qui est assez importante. Ensuite, on a le résidentiel tertiaire, donc là encore, c'est que les émissions directes du résidentiel tertiaire. Donc ça va être, on va le voir, essentiellement le chauffage, la cuisson des aliments et l'eau chaude sanitaire, et notamment gaz, fuel et tout ça dans ce domaine-là. Ensuite, un peu plus petit, on a l'industrie de l'énergie, donc on a encore un peu, on a à peu près 10%, je crois, de fossiles dans la production électrique. Et il y a aussi tout ce qui est lié au raffinage, par exemple, parce qu'on a du raffinage sur le territoire. On a une petite bande qui sont les déchets. On a l'industrie manufacturière, là-dedans vous allez avoir de l'acier, vous allez avoir du ciment, vous allez avoir de la chimie, vous allez avoir toutes les industries qu'on a sur le territoire. Et il y a un peu l'agriculture et la sylviculture. Donc ça va être surtout l'agriculture plutôt que la sylviculture. Et ça va être beaucoup du méthane et du protoxyde d'azote. Et en bas, en négatif, vous avez le secteur des terres. Donc on l'a vu au niveau mondial, c'était positif. Ça veut dire qu'au niveau mondial, à cause de la déforestation notamment, l'usage des terres émet du CO2. Et au niveau français, et au niveau européen, je pense d'ailleurs, eh bien, c'est plutôt une captation de CO2 parce qu'on a des surfaces de forêt qui ont tendance à augmenter. Donc là, on va regarder les émissions, donc je vais m'intéresser plutôt à toute la partie au-dessus, mais c'est pour ça que cette bande-là apparaît en négatif. Et d'ailleurs, c'est un calcul qui est fait, c'est un effet net, parce que dedans, on va avoir des émissions qui sont liées par exemple à l'usage du bois pour le chauffage, et de la captation qui sont liées à la gestion des terres. Et donc si on se met à utiliser beaucoup de bois, ça peut devenir positif, hein, ce bazar.
Alors en ce moment, moi j'ai une obsession avec les questions de méthane et des différents gaz à effet de serre et de l'agrégation, donc je vous ai fait un truc ici, c'est que je vous ai montré, ça c'est mes petits calculs dans mon coin, mais c'est grâce au CITEPA qui fait très bien son travail, vous avez des données qui sont disponibles en France pour toutes les années sur quasiment tous les polluants. Et donc là je vous ai présenté ce que ça représentait cette répartition sectorielle si on regarde tous les gaz à effet de serre, CO2, méthane, protoxyde d'azote, et si on regarde seulement le CO2. Et donc vous voyez qu'il y a des grosses différences qui se font par exemple sur les déchets. Pourquoi? Parce qu'en fait dans la gestion des déchets, l'essentiel des gaz à effet de serre émis, ça va être du méthane qui est lié à la putréfaction de matières organiques dans les déchetteries. Et donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas en CO2 et vous l'avez en méthane. Il y a aussi une énorme différence pour l'agriculture. En fait l'agriculture émet très peu de CO2 et les impacts climatiques de l'agriculture, ça passe beaucoup plus, à peu près moitié pour le méthane et moitié pour le protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre lié à l'utilisation d'engrais et de divers fertilisants. Et le méthane, c'est beaucoup l'élevage, et notamment l'élevage bovin. Et donc, quand vous regardez juste en CO2, vous voyez que le transport est extrêmement important, et il l'est un peu moins quand on regarde tous les autres gaz à effet de serre, parce qu'on a du méthane qui rentre notamment dans les déchets et l'agriculture. Alors il y a un petit truc ici, j'ai triché, parce que j'ai ajouté le transport international aux données officielles, parce qu'en fait, c'est comptabilisé, mais c'est comptabilisé à part. Et comment c'est comptabilisé? C'est comptabilisé parce qu'on sait ce qu'on vend comme carburant pour le transport international, et c'est juste que c'est reporté à part dans les soutes internationales. Et donc là, je l'ai ajouté parce que quelque part, voilà, ce qui est utilisé comme carburant en France pour la marine internationale ou l'aviation internationale, on peut considérer que ça fait partie des émissions. Et on voit aujourd'hui que le gros problème, c'est les transports. C'est vraiment le gros problème. Et là, il n'y a que les émissions directes. Si on ajoutait les villes, si on ajoutait la fabrication des véhicules, on serait sur un truc encore plus grand. Donc la grosse part du gâteau, les gros efforts à faire en France, c'est les transports. Si on regarde ces transports d'un peu plus près, alors là, on est à nouveau sur des données officielles, donc vous pouvez noter qu'ils ont retiré les transports internationaux qui représenteraient 14,3 et 4,2, donc vous pouvez ajouter dans votre tête les transports internationaux à côté. Mais si on regarde ce qui a lieu sur le territoire, vous voyez que c'est pour un bon bout la voiture en fait qui est bien plus grande que le transport maritime international à destination de la France, par exemple, et les camions qui vont venir alimenter les supermarchés, etc. Les utilitaires, donc là-dedans il y a le plombier et de plus en plus il y a la livraison de colis Amazon. Et vous avez l'aviation nationale, ça peut être un impact qui est extrêmement élevé si on le regarde par habitant, parce qu'il n'y a quand même pas tant de gens en proportion qui prennent l'avion, mais quand on regarde sur la totalité, le gros bout sur lequel il faut travailler dans les transports, on voit que c'est la mobilité légère pour une moitié, et si on inclut ça, ça serait un peu moins de la moitié, mais il y a quand même un gros bout là-dedans, véhicules légers, utilitaires, poids lourds, et voilà. Et donc là, c'est du pétrole, c'est quasiment que du pétrole, les transports, et vous le savez sans doute. Ensuite, si on regarde le résidentiel en particulier, alors le résidentiel, c'est à peu près 3/5 du résidentiel tertiaire. Donc on laisse de côté les bureaux, on regarde juste le résidentiel, on voit que c'est beaucoup de chauffage, et dans le chauffage, il y a pas mal de fuel et il y a pas mal de gaz. Et donc là aussi, il va falloir réussir à chauffer autrement, et donc soit passer par l'électricité, soit réussir à décarboner le gaz, donc faire appel à du biogaz, etc. Là, il y a un peu des alternatives qui existent entre les scénarios. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans les prochaines décennies? Quel est un peu le programme? L'idée, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on regarde. Ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. C'est un peu la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et on voit quoi? On voit qu'on réduit quasiment tous les secteurs, sauf l'agriculture, parce que les émissions de méthane et de protoxyde d'azote sont plus compliquées à réduire. Et ça revient quasiment... Attendez, j'ai une autre figure qui montre ça. Là, c'est la même figure, mais on regarde ce coup-ci en utilisation de l'énergie, en procédé industriel, et en agriculture. Donc vous voyez que l'agriculture ne va pas énormément réduire, par contre l'utilisation de l'énergie va quasiment aller à zéro, et ça c'est l'utilisation des ressources fossiles en fait. Et vous avez un peu de procédés industriels, ça c'est des procédés industriels comme la production de ciment, qui émettent du CO2 pour des raisons de réaction chimique, pour des raisons de constituants qui sont un peu indépassables. Et donc le plan pour 2050, c'est l'image que je vous ai mis tout à l'heure à retenir absolument, le plan pour 2050 c'est ça. Je ne peux pas faire plus simple. Je dis beaucoup de trucs compliqués, mais au final, c'est ce qui vous en reste. Alors ça, c'est encore une autre façon de représenter. Ce coup-ci, on regarde l'énergie finale, donc l'énergie qui est vendue aux consommateurs. Et du coup, vous voyez que la France a eu du charbon. Et le charbon est rapidement sorti de l'utilisation de l'énergie. Par contre, on a eu ce pétrole qui est venu bien gonfler notre consommation d'énergie finale. On a également un peu de gaz. Vous voyez que dans le plan de la SNBC, l'idée, c'est d'avoir un gaz demain qui sera décarboné. Et on a également du bois, du biocarburant qui est amené à un peu augmenter. Ça, c'est des questions de biomasse que je vais un peu laisser de côté, parce que ce que je connais bien, moi, c'est le système électrique.
Si on regarde le système électrique, on voit que historiquement, on a toujours eu l'hydroélectricité et jusque dans les années 70-80 même, 80 on va dire plutôt, on avait pas mal de fossiles et c'était notamment du fioul. Et ensuite, on a commencé à développer le nucléaire qui a permis de virer une bonne partie du fioul de la production électrique et de pouvoir continuer à augmenter cette production d'électricité. L'électricité, c'est pas toute l'énergie qu'on consomme, hein. Je pense que c'est assez clair. Vous voyez, aujourd'hui, si on regarde sur, je sais pas, on doit être à 1600 à peu près aujourd'hui, térawattheures vendus aux Français, quoi. Donc l'énergie finale, c'est ce que vous achetez à la pompe. Vous prenez 1 kWh d'essence, c'est 1 kWh qui se retrouve là. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 450 sur 1600, on est à peu près à un tiers d'électricité, et encore ça me paraît beaucoup, dans l'énergie finale. Et la grosse partie du problème, c'est de sortir le pétrole et le gaz ou de le décarboner. Et donc on voit, hein, quelque part, on voit encore une fois la place des transports et la problématique des transports. Le pétrole, c'est quasiment que le transport, et on voit que c'est un bon bout du problème. Et donc comment on imagine essayer de réduire ça? Quand on regarde les projections qui sont faites, alors là ça vient du rapport RTE, mais c'est basé sur cette stratégie nationale bas carbone que j'ai déjà évoquée, et on voit que l'électricité est amenée à être une part plus importante de la consommation d'énergie finale. Et quand on regarde un peu dans le détail de ces rapports, on voit que l'industrie va être amenée à consommer plus d'électricité, et surtout vous avez cette partie de transport. Aujourd'hui, les transports électriques, c'est beaucoup les trains, hein, c'est surtout ça le volume. Et donc demain, il y a une électrification des transports qui est envisagée de manière assez forte, et également de l'hydrogène pour les enjeux industriels. Et quand on regarde les plans de réduction des émissions en France, la partie qui est barrée comme ça, avec deux bleus de couleurs différentes, c'est les réductions qui sont permises par l'électrification des usages. Donc vous voyez que les réductions d'émissions de CO2 qu'on envisage pour l'instant, ça passe de plus en plus par l'électricité. Et notamment, hein, c'est particulièrement frappant sur la mobilité. Sur la mobilité, plutôt que rester sur le scénario RTE, je vais vous montrer un peu ce que prévoit l'ADEME. Donc là, c'est ce qui prévoit pour les ventes de véhicules particuliers. Et donc, on voit que l'électricité dans tous leurs scénarios, la mobilité dans tous les scénarios, la mobilité légère, est amenée à passer de l'essence et du diesel qu'on connaît aujourd'hui à beaucoup d'électricité. L'ADEME a une approche un peu différente de ce qu'a pu faire RTE, et il y a des scénarios très différents avec une scénarisation différente. Et dans le scénario 1, vous avez notamment une sobriété qui est assez importante, et vous voyez parce qu'il y a moins de véhicules en fin de compte qui va être vendus chaque année que dans les autres scénarios. Alors pour les voitures électriques, j'ai toujours plein de questions, donc je ne sais pas si j'aurai le temps d'y répondre, mais j'ai 2 vidéos, dont celle-ci, que vous pouvez aller voir pour les voitures électriques. Donc là, c'est un premier problème dans la façon dont on doit penser le système électrique en France, c'est qu'on va avoir des usages nouveaux. On a besoin d'électricité. Pour l'instant, c'est comme ça dans beaucoup de scénarios. On a besoin d'électricité pour aller chasser le pétrole des transports, pour aller chasser le pétrole et le gaz du chauffage, pour aller chasser le gaz de l'industrie, etc., etc. On pense de plus en plus pour passer par le vecteur électrique. L'autre gros problème qu'on a en France, là, vous voyez que c'est la capacité nucléaire, et vous voyez que je ne sais pas, j'étais pas là, la France des années 70-80 a quand même réussi une prouesse assez exceptionnelle d'un point de vue industriel, qui a été de construire très vite des réacteurs nucléaires. Et ça, il y a un pendant qui est quand même pénible, c'est que si on fixe leur durée de vie, si on dit on les arrête au bout de 50 ans, eh ben on se casse la gueule aussi vite de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet falaise, souvent. Si on fixe la durée de vie du parc nucléaire, on va avoir une perte de puissance très importante. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où on a plus de besoins et où on sait que les centrales nucléaires, on va devoir les fermer, celles qui sont en fonctionnement, dans les 20, 30, je ne sais pas jusqu'où ça va, 40, il n'y en aura plus beaucoup. Donc, dans les prochaines décennies, il faut prévoir la fermeture de ce parc et il faut avoir des moyens pour produire à la place. Et c'est pour ça qu'on est dans une période un peu charnière où on doit décider ce qu'on va faire pour la production électrique. Et donc là, on revient sur le scénario de RTE, sur le rapport de RTE, qui a fait plusieurs scénarios, avec des scénarios 100% renouvelables, avec des scénarios où on construit du nouveau nucléaire, qui sont les scénarios N ici. Et dans tous les cas, on voit que la production, elle augmente pour répondre à ces nouveaux usages. Alors, j'ai souvent des questions sur le fait que le nucléaire est limité à 50%. En fait, RTE, dans les premières discussions autour du rapport, avait prévu de faire potentiellement plus. Et pour l'instant, la limite telle qu'elle a été mise en place, elle est industrielle. Ça n'aura échappé à personne qu'on a un peu de mal à construire Flamanville. Donc c'est plutôt une limite de qu'est-ce qu'on serait capable de construire dans ce temps limité qui fixe la barre haute pour le nucléaire.
Alors quelques points, je vais finir rapidement, comme ça j'aurai le temps de prendre quelques questions. Quelques points importants, ça c'est les émissions de CO2 par kilowattheure d'électricité produite. Donc vous voyez, les ressources fossiles dont on veut sortir, il y a une émission directe qui est importante. Quand on produit 1 kWh avec du charbon, on émet 1100 grammes de CO2. Si on produit 1 kWh avec de l'éolien en mer, on en émet 14. Donc il y a une distinction, je pense, qui est assez nette entre les ressources fossiles et puis les émissions par des technologies qu'on dit bas carbone, dont le nucléaire fait partie. Le nucléaire émet peu de CO2 par kilowattheure produit. Et là, quand on voit que l'éolien et le photovoltaïque émettent du CO2, c'est évidemment parce qu'on prend en compte la production de ces panneaux, le transport, le démantèlement, etc. C'est de l'analyse du cycle de vie. Ça m'intéresse moins. Et donc, quand on regarde un peu ce que raconte RTE dans les différents scénarios, vous voyez là l'extension de l'éolien terrestre, du photovoltaïque, de l'éolien en mer et du nucléaire, suivant les différents scénarios. Et vous voyez, en jaune, c'est ce qu'on a fait historiquement. Donc, par exemple, l'éolien en mer, pour l'instant, on n'en a pas. Et vous avez différents scénarios avec des évolutions qui doivent vous frapper quand même comme un petit peu fortes dans tous les cas et sur toutes les technos. Et donc là, on est en fait à la veille d'un chantier énorme qui s'annonce compliqué industriellement. Et il y a une approche qui est intéressante au-delà des discussions qui sont sur les matériaux, sur les coûts, etc., qui est de se demander, dans les différents scénarios, quels sont les plus risqués finalement. Et donc RTE a essayé de faire ça, a essayé d'identifier des risques et de un peu les quantifier qualitativement, suivant les différents scénarios. Et vous voyez par exemple que dans les scénarios qui ont beaucoup d'énergie renouvelable, il y a des questions qui se posent sur la façon dont on assure la stabilité du réseau, est-ce qu'on aura les bons moyens de stockage, est-ce qu'on arrivera à gérer des variations rapides. Et pour les scénarios avec plus de nucléaire, il y a des questions qui se posent par exemple sur la prolongation des centrales nucléaires existantes, qui est une question qui revient souvent, sur notre capacité à construire rapidement des EPR, ou sur le développement par exemple de petits réacteurs nucléaires dans le scénario N03, qui est le seul à en avoir. Et donc, on est dans cette situation où si on veut décarboner, on a besoin d'électricité pour une bonne partie des usages. Et pour moi, la question la plus pertinente, mais ça c'est vraiment une opinion personnelle, c'est que vu la difficulté de la tâche pour construire ça, eh bien, il faut vraiment réfléchir à où est-ce qu'il y a le moins de risques. Est-ce que c'est pas plus sage de parier sur le plus de filières possible? Disons que, encore une fois, c'est une opinion personnelle, j'ai du mal à imaginer un monde en 2050 où on a trop d'électricité bas carbone. Bon, là j'ai été très très vite là-dessus, j'ai une vidéo qui s'appelle Quelle électricité pour 2050, quelque chose comme ça, qui revient sur ce rapport de RTE pendant 45 minutes et qui permet de parler un peu plus de ces questions de réseau électrique. Et voilà, j'espère que c'était compréhensible. On a balayé des sujets assez différents et assez vastes. On a fait plusieurs vidéos de ma chaîne en un temps limité. J'espère que ça a été et qu'il vous en restera quelque chose. Au moins qu'il faut sortir des fossiles, faites-moi plaisir. Et voilà, donc je peux pouvoir prendre des questions, mais je crois que le privilège revient d'abord au Gécoude. Merci, merci. Merci beaucoup, Monsieur Meyer, pour cette conférence extrêmement intéressante. Et pour preuve de l'intérêt que vous y portez, j'ai ici la liste des gens qui ont participé en fait à cette conférence. Ici ce soir, nous avons des étudiants, des enseignants, des chercheurs, des professionnels de tous les horizons. La preuve que le sujet climatique est un sujet qui nous concerne tous. Peu importe notre secteur, peu importe notre génération, c'est quelque chose que nous vivons. Nous avons travaillé avec les aides de l'université pour faire venir cette conférence à vous et nous espérons que votre intérêt pour ce genre de sujet amène l'université, la motivera à répondre à votre demande de connaissances. Ce soir, par votre nombre, par votre diversité, l'université réalise que la demande d'enseignement sur ce sujet est omniprésente. Nous avons eu le plaisir de vous inviter, nous aimerions avoir celui de poser les premières questions de ce soir. Nous avons une première question. On juge le futur avec les valeurs du passé. Donc la question est la suivante. Est-ce que nous pourrons vivre la vie qu'ont vécue nos parents? Bonne question, bonne question. En fait, la manière dont je réfléchis moi, ça va être d'essayer de réduire au maximum ces impacts-là. Donc il y a des champs où des technologies peuvent permettre de les réduire, il y a des champs où effectivement on devra peut-être renoncer à certaines choses. Après je peux parler juste
pour ma petite personne, mais moi par exemple ça fait quelques temps que je ne prends pas l'avion, parce que pour l'instant l'avion par personne c'est particulièrement impactant, et je trouve que cet impact n'est pas justifié par le bénéfice que j'en tirerai. Mais du coup ça c'est des discussions compliquées, je ne peux pas décider à votre place de ce qui est bon ou pas. Après, vivre strictement comme nos parents, ça me paraît difficile, même pour des questions de disponibilité de certaines ressources, notamment fossiles. Donc c'est sûr qu'on va devoir s'adapter et que le monde va changer. Mais le monde de nos parents avait changé par rapport à celui de leurs parents aussi, hein. Merci beaucoup. L'université est là pour nous former à un avenir, surtout professionnel. Et vu que cet avenir aura des limitations, dans quelle mesure le monde du travail devra évoluer ? Je sais pas. Moi, je suis youtubeur, je connais pas très bien le monde du travail. J'ai fait mon propre monde du travail. Non, je pense, enfin, de ce que je vois en tout cas, c'est que on arrive quand même avec ces grands problèmes environnementaux, avec une génération, c'est peut-être pas toute une génération, mais ma génération et celle qui arrive, pour une partie, a quand même des demandes assez fortes de sens. Et des fois, c'est compliqué pour les entreprises de répondre à ça, parce que c'était pas le modèle d'avant qui était un peu plus carriériste. Et donc là, il y a des évolutions, quelque part, de retrouver du sens dans certains travails et d'avoir une mission et de voir l'impact qu'on a sur le monde. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile, je pense, pour les gens qui ne trouvent pas leur place, c'est pas facile pour les entreprises qui ont du mal à s'adapter à ces demandes, et même les universités, des fois, ont du mal à répondre à cette demande de sens des étudiants. Donc là, il y aura une évolution qui est nécessaire et pas évidente. Merci beaucoup. Une dernière question avant de passer le micro aux participants, qui ont sûrement les leurs. Celle-là sera plus longue en énoncé qu'en réponse. Nous sommes allés à la conférence CGI de Dorian Tourin-Lebray, qui est ingénieur issu de Central Sup et conférencier sur le dérèglement climatique, et je lui ai demandé une date. La date à partir de laquelle il y aura moins de pétrole que le monde demande pour fonctionner. C'est-à-dire quand est-ce que l'ordre mondial, que l'offre mondiale va rencontrer la demande. Sa réponse est en 2030. En 2030, il y aura moins d'essence disponible que demandé. Est-ce que cette réponse vous surprend ? Non, parce que j'ai un peu bossé sur le pic pétrolier, mais c'est une question qui est compliquée et qui est controversée, et notamment chez les gens qui étudient ça, il y a une controverse qui est est-ce que c'est l'offre qui va piquer ou la demande ? Parce que si on commence à réussir à sortir du pétrole, et en fait, il y a un truc que j'ai oublié de dire sur les ressources fossiles, c'est que là, on a parlé de climat, on a des raisons de sortir des ressources fossiles pour le climat, ça doit être évident pour tout le monde. Il y a des raisons de le faire pour la biodiversité, hein. Les sables bitumineux, les gaz de schiste, les marées noires, c'est une catastrophe pour la biodiversité, l'utilisation qu'on a des ressources fossiles, et c'est des volumes extraits et transportés qui sont phénoménaux. Il y a des raisons d'en sortir pour la pollution de l'air. Ça tue 40 000 personnes en France chaque année, et c'est beaucoup lié aux ressources fossiles. Il y a raison de le faire pour des questions de sécurité, hein. On l'a vu avec la crise en Ukraine, qui vient un peu serrer le robinet du gaz et les approvisionnements en pétrole, hein, pétrole russe qu'on utilise aussi chez nous. Et donc il y a des problèmes de sécurité, de sensibilité, de résilience qui sont liés à ces questions-là, et on le voit quand les prix du pétrole augmentent, c'est les plus vulnérables qui ont du mal à chauffer, qui ont du mal à se déplacer. Et donc il y a vraiment un intérêt à sortir le plus vite possible des ressources fossiles, et si on est malin et qu'on s'y met correctement, peut-être que la demande décroîtra avant que l'offre nous contraigne. Ce qui serait mieux pour le climat, hein. Si on peut s'arrêter avant qu'on n'ait plus rien, ça serait mieux. Merci beaucoup. D'ailleurs, sur l'offre, on a les données statistiques qui disent qu'en fait, la quantité d'essence disponible diminue depuis 2008. 2008 correspond à une autre crise très connue, celle d'une crise financière qui a été mondiale. Et on pense, de nombreux scientifiques, économistes pensent que l'origine de cette première crise économique qui a été une secousse pour le monde entier est le début, en réalité, d'une crise pétrolière. C'est à vous. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît ? Nous en avons une première ici. Oui, bonsoir. Merci pour la qualité de vos vidéos et puis pour la qualité de votre présentation de ce soir. Et en fait, j'avais une petite question sur le GIEC. Ça fait pas trop longtemps que j'ai pris conscience effectivement que c'était de la relecture d'articles. Et je me demandais, en fait, les trois groupes reposent sans doute sur des articles qui viennent de domaines scientifiques assez différents et peut-être avec une surreprésentation du groupe 1. Enfin, c'est un petit peu l'idée que j'ai dans la tête. Et je me demandais si on avait une idée un petit peu de la quantité d'articles produits et étudiés par les trois groupes. Je n'ai pas l'art de tête, mais il y a des stats en fait pour chaque groupe sur combien à chaque fois il y a des articles dans le rapport, donc c'est quelque chose qu'on pourrait regarder. Après, ce qui est intéressant, c'est pas juste de la relecture, parce qu'il y a aussi tout un travail d'analyse critique en fait, de vraiment confronter cette littérature entre elles. Donc
si le GIEC produit une connaissance nouvelle, c'est la critique qu'elle fait de ce qui existe. Et après, c'est vrai que ce découpage en groupe, ça peut poser problème avec une sorte de travail en silo. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus discuté. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des rapports spéciaux du GIEC qui sont souvent faits avec les 3 groupes. Et par exemple, le rapport spécial sur 1,5 degré, qui avait été pas mal discuté à l'époque, c'est un travail conjoint des 3 groupes. Et ça permet de voir des synergies qui ne sont pas toujours aussi évidentes dans les rapports séparés. Et après, pour la répartition de la littérature, je ne pourrais pas répondre précisément, mais les stats existent. Les stats existent. Merci. Il y avait une question. Au fond, il y avait une question. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une petite question concernant les scénarios de l'électrification. Niveau extractivisme des métaux, est-ce que ça vous paraissait soutenable d'un point de vue industriel ou est-ce que c'est totalement irréalisable à l'échelle de la population mondiale? Alors, c'est une bonne question, c'est une question qui est polémique en ce moment. Moi, j'ai pris une position qui est assez tranchée sur la chaîne, je pense, par rapport à d'autres acteurs. En fait, il y a différentes réponses à ça. La première chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, on a une extraction qui est énorme, qui repose sur les ressources fossiles. Donc quand on fait cet exercice, c'est bien de se rendre compte des métaux qu'on a besoin en plus, mais il ne faut pas perdre de vue ce qu'on va arrêter d'extraire en termes de ressources fossiles. Et l'effet au global, c'est qu'on sortira moins de matière de sol et qu'on en transportera moins. Donc il ne faut pas perdre ça de vue. Il faut se rendre compte, en fait, des quantités de charbon. J'ai lu l'autre jour... c'est un auteur que je respecte, donc je lui fais confiance. Ce qu'on brûle comme charbon dans le monde, c'est l'équivalent en volume d'une pyramide de Khéops toutes les 5 heures. Donc il faut se rendre compte de ces volumes-là, en fait. Après, il y a une autre question sur les métaux qui est la disponibilité géologique. Aujourd'hui, pour ces transitions, il y a assez dans le sous-sol. Et en fait, beaucoup de personnes qui traitent de ça considèrent uniquement les réserves déclarées, qui sont un tout petit sous-ensemble de ce qui existe et même de ce qui est accessible. Et après, il y a une question qui est par contre beaucoup plus difficile à répondre, c'est est-ce qu'on arrivera en termes de flux? Parce que construire une mine, accepter qu'elle soit construite, extraire ses ressources, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc on peut avoir des problèmes en termes de flux, c'est vrai, pour certains métaux, pour certaines substances, certains métaux. Après, il faut se rendre compte que pour les énergies renouvelables, par exemple, c'est quand même beaucoup de l'aluminium, de l'acier et du béton. Le problème des métaux va être un peu plus aigu sur les voitures électriques qui ont besoin de métaux un peu plus particuliers. Et là, moi j'ai une position, mais encore une fois, c'est très subjectif et très personnel, c'est qu'on a des ressources en Europe, et pour l'instant, on choisit de ne pas les exploiter pour des raisons on préfère que ça soit ailleurs, quoi. Et on a des ressources, notamment le lithium, qui est un des éléments qui coincera le plus. Et je pense qu'avoir une approche écologique, c'est aussi assumer l'impact qui va avec. Et c'est peut-être comme ça, après, qu'on peut parler des usages, de sobriété, etc. Parce que tant que c'est à l'autre bout du monde, c'est facile, quoi. Et si on commence à l'extraire chez nous, au moins on assume cette partie des impacts. On ne peut pas le faire pour tous les métaux. Je ne suis pas sûr qu'on ait les ressources de cuivre ou de cobalt ou de terre rare en Europe, mais pour le lithium, par exemple, on a des ressources et on pourrait au moins assumer ça. On a les ressources pour nos véhicules à nous. Et du coup, après, c'est un choix politique et c'est des choix sociaux derrière. Et c'est peut-être plus facile de continuer à extraire le pétrole à l'autre bout du monde. Mais juste pour avoir un chiffre, aujourd'hui, un Français utilise chaque année 2 tonnes de ressources fossiles. En moyenne, si on répartit sur la population, et vu que les bébés de 3 mois, ils ne consomment pas trop de pétrole, ça en fait quand même plus pour les autres. Mais 2 tonnes de ressources fossiles par an, c'est quand même des quantités qui sont impressionnantes, quoi. Et ça, on l'oublie, c'est invisibilisé parce que c'est ailleurs et parce que le gaz, il passe dans les tuyaux sans qu'on le voit. Voilà. Donc j'ai répondu un peu à différents aspects, mais dans la vidéo sur RTE, j'en parle un peu. J'ai une vidéo sur les terres rares, j'ai la première vidéo sur les batteries où je parle de ça, et j'ai une vidéo sur les métaux un peu plus anciennes. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet important et qui va continuer de revenir. Mais faites vraiment attention. Moi, le point auquel je tiens, c'est... Voilà. Quand vous comparez ça, quand on vous dit ce monde d'après, il y a besoin de tels métaux en plus, ça c'est bien, il faut le garder en tête, il faut le critiquer et il faut se rendre compte des impacts qu'il y a derrière, mais il ne faut pas oublier aussi les impacts d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation, j'ai l'impression qu'en fait, toute l'industrie fossile, il suffit qu'elle se taise et on va s'occuper des 3 métaux derrière les batteries. J'exagère un peu, mais il faut se rendre compte des impacts monstrueux derrière l'industrie fossile, en termes d'extraction, en termes de biodiversité, en termes de volume, en termes de pollution de l'air, en termes de toutes les guerres qui ont été motivées par ces ressources fossiles. Donc il ne faut pas oublier ça aussi, le monde dont on veut sortir et les défauts qui vont avec. Voilà, juste un point d'attention sur ça. Quand on fait des comparaisons, on compare. Il y avait une question au fond depuis... Merci pour la conférence. Il y a un secteur qu'on ne voit pas apparaître dans l'empreinte et tout. C'est le militaire. Ça fait combien de gigatonnes de CO2 une invasion de l'Irak? Tout compris, on arrive, on détruit, on reconstruit.
J'en sais rien. Je pense que c'est beaucoup et c'est beaucoup trop. Hein, et vaut mieux utiliser les ressources à construire qu'à détruire et reconstruire. Mais honnêtement, je ne saurais pas donner une quantification. Je suis désolé. Merci pour votre présentation, elle était très intéressante. La problématique essentielle, c'est donc en fait le fait d'extraire du sol des ressources fossiles et de les brûler et de les ressortir pour faire de l'énergie. Mais à aucun moment vous parlez finalement tout ce qu'on a sorti du sol, pourquoi on ne le remet pas? Alors pourquoi on ne le remet pas? Parce que alors, on envisage de le remettre avec certaines technologies, mais en fait le problème c'est que on prend du charbon par exemple, qui va être du carbone extrêmement concentré, on peut en tirer un intérêt économique, qui est que ça permet de produire de l'énergie. Et on va mettre ce CO2 dans l'atmosphère. Alors le CO2, il nous pose plein de problèmes, mais il faut se rendre compte que quand on parle de la concentration en CO2, c'est 410 ppm, c'est 410 particules sur 1 million. Donc en fait, la concentration dans l'atmosphère, ça va être, je ne vais pas réussir à le faire de tête, hein, ça va être 0,004, quelque chose comme ça. Je me plante peut-être d'un zéro, mais voilà, 410 pour 1 million. Donc tout ça, c'est extrêmement dilué dans l'atmosphère. Et du coup, vu que c'est extrêmement dilué, il faudrait beaucoup d'efforts pour aller le récupérer et pour le remettre dans le sol. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où aller récupérer ce carbone et le remettre dans le sol, ça nous demanderait beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de matériaux que de ne pas sortir du sol et de mettre une alternative à la place. Et quand on arrivera dans un monde où on a réduit de 95, 98, 99% les émissions de CO2, si on veut réduire le 1% suivant, on pourra parler de ces technologies de capture et séquestration. Mais aujourd'hui, si vous voulez sortir 1 kg de carbone du sol avec du pétrole, ça vous rapporte de l'argent, et remettre ce kilo, enfin non, sortir 1 tonne de carbone du sol, ça vous rapporte de l'argent, vous vendez le pétrole, et la remettre dans le sol, ça coûterait, si on veut le faire sur un temps géologique, quelque chose comme 1000 $, quoi. Sauf qu'à 1000 $, vous trouvez une alternative à ces énergies-là. Donc en fait, aujourd'hui, le coût de sortir ce carbone de l'atmosphère et l'effort à déployer est bien plus grand que de ne pas le sortir, quoi. Oui, mais il y a une chose dont vous ne parlez pas, c'est la biomasse. Là, vous parlez du gaz sous forme de CO2, j'abonde. Mais ce qui est biomasse, vous n'en parlez pas? Alors la biomasse, alors quelle est la question sur la biomasse? Cette biomasse, elle peut être transformée en charbon et remise en place? Alors ça c'est une idée qui est derrière ce qu'on appelle, alors c'est pas tout à fait transformé en charbon et mis en place, mais parce que là il y aura un problème si on prend la biomasse, qu'on la transforme en charbon et qu'on la met à la place, c'est que ça demanderait des efforts colossaux pour qui paye? Qui veut du charbon dans le sol? Donc en fait non, la question ça serait à ce moment-là, en fait même si on réfléchit comme ça en biomasse, ce qui serait plus cher et plus logique, ça serait d'utiliser cette biomasse pour remplacer du charbon, donc de brûler des forêts, ce qu'on faisait en 1800 quoi. Pas brûler, pyrolyser. Pyrolyser. Bah oui, c'est-à-dire que plutôt que brûler, si on brûle, on remet du CO2. Mais si vous pyrolysez, vous ne libérez pas de CO2, vous le récupérez, vous le réinjectez, vous avez de l'énergie. Oui. Et en contrepartie, vous pouvez le mettre dans le sol et vous modifiez même le rapport carbone sur azote et c'est très bien. Mais ça, en fait, ça serait une industrie. En fait, ce qui est envisagé plutôt quand on commence à parler de la biomasse, mais c'est très polémique et à mon avis, on n'en verra pas, c'est d'utiliser cette biomasse pour en tirer quelque chose, parce que là, il y a un intérêt économique, il y a quelque chose qu'on peut vendre, donc pour faire l'électricité, par exemple, et on récupère les émissions de CO2 et ça, on les injecte. Parce qu'au niveau d'une centrale, c'est plus facile de prendre le CO2 que de... Si vous pyrolysez, vous n'allez pas libérer de CO2 parce que vous allez être en milieu fermé. Oui, mais je vous dis que ça, physiquement, économiquement, d'un point de vue matériau, c'est plus facile que de pyrolyser et d'enfouir du charbon. Parce qu'en plus, il y a des problèmes de stabilité. Le charbon qu'on utilise, il est là depuis longtemps parce qu'il est sous des formations qui sont stables. En fait, l'industrie à laquelle vous pensez, elle est impossible techniquement. Il faut se rendre compte que ce qu'on émet tous les ans dans l'atmosphère, c'est 37 milliards de tonnes de CO2. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente 37 milliards de tonnes de bois que vous pyrolysez et que vous mettez dans le sol? C'est-à-dire que si vous ne le pyrolysez pas, il va se transformer en CO2, c'est-à-dire qu'il va pourrir, vous êtes d'accord? Il va se transformer, okay. Vous allez libérer encore du CO2. Par contre, si vous le pyrolysez, là oui, vous le fixez, vous le mettez sous forme de carbone, vous le fixez sur plusieurs millénaires, vous l'enfouissez, vous le rajoutez en agriculture, vous stabilisez des engrais, et ça peut être très intéressant. Okay. C'est envisageable. Au fur et à mesure des questions, je pense que je commence à comprendre le souci. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que moi, j'expire du CO2, plus de CO2 que j'en ai inspiré. Ça vous paraît logique jusque-là? Alors pourquoi on ne prend pas la respiration humaine en compte quand on parle du changement climatique? Pourquoi on ne prend pas tout le bois qui pourrit quand on parle du changement climatique? Pour des raisons juste de cycle du carbone. Qu'est-ce qui va se passer avec le CO2 que j'expire? Il y a du CO2 dans l'atmosphère qui va être utilisé par la photosynthèse pour faire pousser du blé, par exemple. Donc le carbone qui est en atmosphère va être en partie dans ce blé-là. Ce blé, il va être en partie dans la farine, qui va être en partie dans la pizza. Moi, je vais manger cette pizza. Pas mal.
Et je vais digérer cette matière organique, et du coup, je vais désagréger ces molécules organiques, et je vais expirer ce CO2 qui va retourner à l'atmosphère. Donc là, ça va être un cycle du carbone qui n'a pas d'effet sur la concentration de CO2. Ce qui était dans l'atmosphère est passé par la plante, est passé par mon estomac, retourne à l'atmosphère. On n'a pas changé la concentration. Quand on prend des ressources fossiles sous le sol, c'est du carbone qui est sorti depuis très 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 longtemps. Donc on prend du carbone qui est coincé là, on le remet dans l'atmosphère. Et c'est pareil pour le bois. Le bois, naturellement, une forêt qui est stable, qui est à l'équilibre, elle émet autant de CO2 qu'elle en capte. C'est un cycle naturel. Un arbre va tomber, va pourrir, ça va mettre du CO2 dans l'atmosphère, un autre va pousser à sa place, et ça ne bouge pas la concentration. Et en fait, ce qui bouge la concentration, c'est par exemple quand on coupe une forêt. Là, cette forêt, elle captait tant de carbone à l'hectare, on coupe les arbres, on les brûle pour faire des champs, et bien ce qui était contenu dans les troncs, il se retrouve dans l'atmosphère. Par contre, si la forêt était restée là, ce qui était contenu dans les troncs, ça aurait été contenu dans un autre tronc demain. Une forêt à l'équilibre, elle capte autant. Alors, si vous voulez, j'ai 2 vidéos sur le cycle du carbone, mais là, je pense qu'on a des problèmes sur vraiment le cycle du carbone, en fait. Sur quelles sont les émissions des sociétés humaines qui affectent le climat. Et bon, j'avais pas 2 heures, donc... j'avais pas de... Mais ouais, les vidéos sur le cycle du carbone, et après sur la captation, et sur la capture et séquestration. Ça me semble pas logique de penser à remettre du carbone dans le sol. En fait, ça semble logique, et il y en a qui y pensent sous plein de formes différentes. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est peu importe la manière de le considérer, on est dans, je ne sais pas comment dire, les possibilités technologiques, économiques, matérielles font que c'est plus simple de ne pas sortir du fossile que de remettre du carbone dans le sol. Une fois qu'on n'arrivera pas à compenser, si on veut encore du ciment en 2050 et qu'on veut compenser ces émissions-là, il faudra faire appel à ces technologies, mais elles sont bien plus chères que de se passer de ce fossile, ce qui est loin d'être évident pour autant. Je peux pas répondre plus simplement. On va passer à la question suivante, s'il vous plaît. Bonsoir. Voilà. Moi, j'avais une question concernant la fusion thermonucléaire, projet ITER, tout ça. Donc, il me semble que vous en parlez sur vos vidéos, tout ça. Il me semble que vous n'en avez pas parlé pendant votre présentation. Je voulais savoir, en fait, les impacts. Est-ce que ça ne résoudra pas tous les problèmes si combien que ça marche un jour. Est-ce que ça remplacerait tous nos centrales nucléaires, enfin notre source d'énergie, production? Est-ce que ça aurait des déchets, d'autres impacts à long terme, tout ça? Est-ce que ça ne résoudra pas les problèmes de CO2, de pollution? Ouais. En fait, la complexité pour répondre à ça, c'est que pour connaître les impacts, il faudrait avoir une technologie fonctionnelle qui est déployée à un peu grande échelle. On ne sait pas trop à quoi ça ressemblera. Et en fait, pour l'instant, ce qu'il vaut mieux considérer, c'est qu'on doit faire 100. La fusion, c'est on nous promet dans 50 ans, depuis 50 ans. C'est un peu la blague dans le milieu. Et quand on parle avec des gens qui travaillent à ITER, par exemple, ils disent vaut mieux pas compter dessus. Et même si on y arrivait scientifiquement, il y a une autre étape pour que ça résolve les problèmes. Il faut qu'on arrive à le déployer. Donc il faut qu'économiquement, ça soit abordable. Si c'est une électricité qui est absolument hors de prix, ça ne change rien au problème. Et après, il y a encore quelques problèmes. On va utiliser du lithium, par exemple, dans un premier temps pour la fusion, qui est un peu le métal qui pose problème pour les batteries de voitures électriques, etc. Bon, c'est plutôt abondant, mais il y aura encore un peu de matériaux, il y aura un peu des déchets de moyenne activité, on ne résout pas tout. En tout cas, pour l'instant, vu ce qu'on en sait, ça peut être une voie très intéressante, et c'est pour ça qu'on doit investir dedans. Mais les échelles de temps font que j'espère qu'on aura résolu un bon bout de notre problème de ressources fossiles avant la fusion, parce que si c'est la fusion qui vient nous sauver, c'est que vraiment on a traîné des pieds et qu'on est en train de se prendre des bandes mandales dans la tronche. Donc c'est bien, je ne suis pas du tout contre cette recherche-là, je pense qu'il faut la financer, mais ça risque d'arriver un peu après la bataille. Ça sera pour la prochaine bataille, pour le prochain gros problème environnemental. Merci. Il y a une vidéo de Monsieur Bidouille sur la fusion. On va arriver aux dernières questions. Je voudrais savoir, à votre avis, qu'en est-il de l'influence d'Internet sur le réchauffement climatique, en particulier des data centers? Il y a une petite question que je me pose, c'est peut-être insignifiant. Mais par exemple, quand il y a des vidéos, on met des commentaires et les commentaires ils peuvent rester très 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 longtemps. Et c'est pas comme un petit papier, un petit pense-bête qu'on colle sur la porte de son frigo. Pour être stocké, ça consomme de l'énergie dans des data centers. Est-ce que ça aurait une influence positive de décider que des commentaires resteraient qu'un certain temps?
Alors, je ne suis pas du tout un expert de cette question, et en plus, je sais que c'est une question qui est très controversée avec des quantifications assez différentes. Je pense que le texte est très faible là-dedans, donc on pourrait parler plutôt des vidéos. Et j'avais regardé un moment du coup les data centers, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cet énorme essor d'Internet, y compris en nombre de données échangées, et en fait, la consommation des data centers est restée approximativement constante. Et en fait, ça a été des gains d'optimisation et de technologie qui ont permis d'augmenter beaucoup l'utilisation, sans augmenter beaucoup la consommation d'énergie. Ça ne justifie pas du tout l'utilisation qu'on en a, et on peut discuter effectivement des utilisations pertinentes, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à exagérer un petit peu cet impact par rapport à d'autres. Et l'autre truc à garder en tête, qui est important, je pense, dans notre pratique, c'est que quand on regarde l'impact de ça, en fait, c'est pas trop la consommation de Netflix qui va coûter très cher, c'est la production. Donc si vous voulez diminuer l'impact de votre numérique, c'est faire vivre plus longtemps les terminaux, le plus longtemps possible, les télés, les ordinateurs, les téléphones, parce que c'est pas mal l'énergie grise. Et après, il y a des optimisations sur les serveurs, et effectivement, on peut discuter des usages dans un second temps. Mais en tout cas, de ce que je connais de la question, il faut essayer de faire durer nos téléphones, nos caméras le plus longtemps possible. Désolé de ne pas avoir de réponse plus précise. Non, mais merci. Votre réponse est tout à fait, enfin, m'éclaire beaucoup et me rassure un petit peu quand même, quoi. Nous avons eu d'autres sources à propos de Internet et de l'énergie. Donc oui, il y a énormément le coût des matériaux qui ont permis de le produire, mais en fait, c'est surtout la consommation d'électricité. Et cette électricité est produite notamment à partir d'énergies fossiles qui, elles, sont comptées dans le carbone. Donc c'est plus la consommation d'énergie que la gestion des données qui va énormément... Mais ça dépend de l'électricité qui alimente les serveurs, du coup. Oui. C'est ça qui complique un peu l'équation. Mais le volume est quand même très très conséquent pour Internet. D'accord. Et en plus de ça, il y a un problème de traçabilité, en fait. C'est-à-dire que quand on va envoyer de la donnée, par exemple, sur un serveur en Finlande, la traçabilité des émissions carbone liées au fait de faire survivre cette information quelque part, survivre avec de l'énergie, hein, bien sûr, en fait, on le fait sortir de nos calculs quelque part. Quand on prend ce qui se passe en France, ce qui va se passer ensuite en Finlande, on ne le sait pas trop, quoi. Et la traçabilité de l'information est très compliquée aussi parce que malheureusement, il y a pas forcément que des entreprises, en fait, ça peut être aussi des États qui ont intérêt à garder, dissimuler ce genre d'informations parce que ça ne va pas jouer en leur faveur, quoi. Voilà. Vous avez une idée de la consommation d'électricité pour Internet, par exemple ? Non, malheureusement pas. Sinon, je ne serais pas là. Test. Bonsoir, je vous remercie pour la conférence et ma question portait sur les énergies renouvelables. Il est vrai que le constat est assez flagrant sur les impacts des énergies fossiles, mais quand on considère les matériaux nécessaires pour les infrastructures comprises dans les énergies renouvelables, est-ce que aujourd'hui on peut se projeter à long terme sur ces énergies? Est-ce qu'on va avoir les matériaux nécessaires en réserve dans nos sous-sols, par exemple pour les métaux précieux, en sachant qu'effectivement c'est des métaux qu'on utilise pour plusieurs usages, l'énergie et puis effectivement pour la nouvelle technologie, entre autres. Ouais, ça rejoint. Ça rejoint un peu la question sur les métaux. Sur ça, il y a le rapport de RTE qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en décembre, qui a un volet analyse environnementale où il parle pas mal des métaux. Il y a aussi celui de l'ADEME qui est sorti. Et en fait, vraiment, il faut se rendre compte que aujourd'hui, sur des énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques, c'est quand même des matériaux assez communs. Enfin, si on parle, une éolienne, c'est quand même beaucoup d'acier, c'est quand même du béton. Il y a des questions un peu controversées sur le cuivre, mais surtout, moi ce qui m'embête un petit peu, enfin, c'est pas que ça m'embête, c'est que on vit dans un monde qui est construit sur les métaux, quoi. Là, il y a des métaux, il y en a partout autour de vous, il y en a dans quasiment tous les objets que vous utilisez. Et c'est assez marrant que cette question, elle commence à se poser uniquement sur les énergies renouvelables. Et souvent, quand on regarde même les flux, par exemple, de métaux qu'on va avoir besoin pour ces énergies renouvelables, par rapport aux flux de métaux globaux, ça pèse pas toujours très lourd, quoi. Et c'est un peu ce que montre le rapport RTE et de l'ADEME, c'est si on regarde par exemple la quantité d'acier dont on va avoir besoin, et on va avoir besoin d'acier, hein, c'est vraiment l'élément structurant de nos sociétés, et on en a beaucoup besoin pour les renouvelables, et bien si on regarde ça par rapport à la production qu'on a actuellement, c'est pas des volumes qui sont fous en fait.
Et puis, on commence à construire des éoliennes, les gens se posent la question des métaux, et ils ne les voient pas quand c'est les ponts, quand c'est les routes, quand c'est les bâtiments, quand c'est les boîtes de conserve. Donc il faut réessayer d'inscrire ça dans un contexte qui est l'utilisation globale des métaux. Et ça permet un peu de relativiser les choses. Et après, en fait, ce qui se passe quand on regarde ce que fait l'AIE, ce que fait un peu des organismes experts, c'est qu'il y a des questions qui se posent sur certains métaux en particulier qui sont considérés comme critiques. Et d'ailleurs, c'est rarement pour des raisons géologiques, c'est souvent pour des raisons économiques, de concentration extrême de chaînes de valeur, etc. Et du coup, il y a un focus particulier. Je pense que les renouvelables, peut-être le métal qui fait le plus question, c'est le cuivre. Et c'est une question qui est extrêmement compliquée. Moi, là, je ne pourrais pas donner de réponse très précise. Notamment parce qu'il y a des co-utilisations absolument partout dans le cuivre. C'est utilisé pour vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et après, pour les voitures, ça va être le cobalt, ça va être le nickel, ça va être le lithium. Et là, c'est compliqué aussi parce qu'en fait, on voit des quantifications, on nous dit qu'il y aura besoin de 50 fois plus de cobalt pour l'énergie qu'aujourd'hui. Ok, mais c'est parce que jusque-là, on n'avait pas de voiture électrique. Donc en fait, la question pertinente, c'est à quel point on pourrait augmenter la production pour répondre à ça. Et après, est-ce que c'est un intérêt écologique? Et vu les impacts de la voiture thermique, ça c'est plus facile. Mais du coup, voilà, il y a des questions qui se posent non pas pour la disponibilité générale géologique, mais sur des métaux particuliers qui peuvent être sensibles pour des raisons qui ne sont pas forcément géologiques. Et sur ça, il y a des vraies questions de chaîne d'approvisionnement, de est-ce qu'on arrivera à produire au fur et à mesure des besoins? Est-ce que ça va ralentir la transition énergétique? Et d'ailleurs, une réponse qu'on peut apporter à ça, c'est de réfléchir à la demande, à la consommation, à la sobriété. Si on coince au niveau des métaux ou si on veut en consommer moins, il faut peut-être réfléchir à certains de nos usages. Et en fait, quand on fait ça, il y a une complexité, c'est que c'est pas non plus un truc miracle où on dit sobriété, on n'a plus besoin de se poser la question. Ce qui va se passer, c'est on part de ça, on peut se dire, on essaye d'avoir un peu moins de voitures et on finit avec ce besoin-là. Et ce besoin-là, il faut quand même se poser la question de comment on y répond. Donc finalement, l'élasticité sur les... Et ça, je pense, le rapport de RTE le montre assez bien, par exemple. C'est le chapitre 12 qui parle de l'environnement. Et il montre l'intérêt de la sobriété sur cette question, peut-être plus que sur d'autres, qui est que ça permet de se passer d'un certain volume de métaux. Et s'il y a des compressions qui se font, ça peut être à ce niveau-là. Et après, je pense qu'on verra dans les prochaines années si les filières arrivent à suivre. Et ce qu'on peut faire pour anticiper, c'est se rendre compte que voilà, si on veut faire ces transitions, ce qui me paraît souhaitable quand même, il faut anticiper les métaux. Et il faut faire attention, en fait, parce que c'est un truc qui arrive souvent dans les milieux environnementaux, c'est ce qu'on appelle le sophisme de la solution parfaite. Pour l'instant, on essaye de faire moins pire, on aura toujours un impact sur l'environnement. Vous avez une maison, vous avez un impact sur l'environnement, vous mangez, vous avez un impact sur l'environnement. Personne n'améliore la planète en laissant la lumière des toilettes allumée, quoi. Et donc, il y a une question qui se pose qui est quel est l'impact qu'on juge acceptable, et en fonction de ça, il y a des choix de société dont on peut discuter. Mais il ne faut pas attendre une technologie qui n'aura pas d'impact. Ça n'existera pas. Donc il y aura toujours une technologie, il y aura toujours des impacts, il y aura toujours l'extraction derrière. Et il faut juste voir, est-ce que c'est mieux que ce qu'il y a avant? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je trouve ça important de garder en tête cette idée de comparaison, quoi. C'est une éolienne, oui, il y a de l'acier. Les éoliennes en mer, il y a des terres rares. L'extraction des terres rares est un peu polluante, c'est des petites quantités, mais quand même. Mais est-ce que ça, c'est plus ou moins bien que ce qu'on a si on ne fait pas d'éoliennes? C'est ça la question. Et après, on peut, et pour moi, questionner la demande et les besoins, c'est un axe qui est complémentaire. Mais ça n'évite pas de se poser la question, quoi. On a toujours envie de se chauffer, on a toujours envie d'avoir un frigo pour la plupart des gens au bout du compte, et donc il faut réfléchir à comment répondre à ça. C'est un peu fouillis, mais c'est des questions que j'aborde régulièrement dans les vidéos. J'espère que ça répond un peu quand même. J'aurais une dernière question qui ne concerne pas directement le sujet, mais la conférence en elle-même. C'est une conférence qui a été de découverte. Et donc, comment réagissent en fait les gens face à cette découverte de ce sujet, de ces contraintes, de cet avenir qui n'est pas si radieux qu'on nous le promettait encore il y a 30 ans. Et je vous le demande aussi à vous à tous, quelles sont vos réactions face à cette conférence? Est-ce que vous saviez déjà le sujet, donc vous êtes dans une confirmation? Est-ce que vous le découvrez? Est-ce que vous pensez que vous avez un avis positif, négatif? Je vous le demande. Qu'est-ce que vous en pensez? De vive voix. Y a-t-il des surprises? Y a-t-il peut-être une négativité? Parce que vraiment, il y a un changement qui s'attend. Peut-être que, Monsieur Meyer, vous avez eu des retours que vous pourriez synthétiser, qui pourraient représenter l'assistance. S'ils ne veulent pas répondre, ils n'ont peut-être rien appris, ça me rend un peu triste, quoi. Ok, c'est bien. C'est bien. Ouais, je me suis un peu battu parce qu'il y a cette idée, même chez des gens qui vulgarisent le climat depuis assez longtemps, qu'il y a une durée de vie d'un siècle qui est une mauvaise façon de présenter le problème. Et en fait, c'est une simplification qui vient du fait que vous avez vu les courbes, et si on me demande la durée de vie du CO2, en fait, je ne peux pas répondre avec un chiffre, quoi.
Donc il y a eu des simplifications un peu à cause de ça, de cette réalité complexe, et qui ratent justement cet aspect-là d'effet de long terme, quoi. Mais après, c'est important, je pense, de se rendre compte qu'on a cet impact de long terme. Souvent, dans les milieux environnementaux, le seul truc qui est long terme dans leur tête, c'est les déchets nucléaires. Et en fait, quand on regarde beaucoup d'impacts sur la biodiversité, sur les sols, sur les émissions de CO2, c'est des durées de vie qui sont similaires, quoi. Donc, on a des impacts sur plein de générations. Bon, eh ben, je vous remercie. La conférence est terminée. Donc maintenant, juste avant de vous laisser partir, je voulais juste passer un mot vite fait pour dire qu'en fait, on a besoin de vous à l'université. On a besoin de vos compétences, on a besoin de votre savoir pour avancer sur ces questions. Parce qu'en fait, effectivement, on ne va pas résoudre à nous tout seuls la problématique climatique et biodiversité, mais en fait, on est un maillon d'une longue chaîne. Et on doit mettre les doctorants sur ces questions-là, on doit mettre les enseignants sur ces questions-là, on doit mettre le personnel administratif sur ces questions-là, parce qu'il y a de la politique, quelque part, à gérer, hein, bien sûr. Et il faut évidemment qu'on mette les entreprises, et les élèves sont aussi en première ligne, puisqu'il y a des choix de carrière qui vont être complètement différents en fonction de ça. Il va y avoir des investissements dans les infrastructures qui seront nécessaires. Donc tout ça, c'est tout un nouveau monde à découvrir. Il y aura d'autres conférences qui viendront, c'est un cycle de conférences. On fera d'autres conférences plus généralistes comme celle-ci, et d'autres qui seront très spécialisées, qui s'adresseront à un ou plusieurs pôles en même temps. Donc je pense par exemple à faire venir des économistes pour nous parler de la question de la décroissance, qui est un sujet qui est très polémique. Et je pense qu'il faut quand même qu'on débroussaille un peu ces questions-là, parce qu'on se les pose toutes. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée.